bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne. J'espère que vous allez bien. Nous sommes avec Baptiste. Comment va Baptiste ? Baptiste va très bien. Baptiste va très bien. On sort quand même du MLK Day qui était donc hier et qui n'était pas en novembre comme je croyais pendant une hebdo. Mais non, franchement, je me faisais la réflexion. Alors je pense que c'est deux formats différents, mais j'aime tout particulièrement passer dans la quotidienne, principalement parce qu'il y a les images. Donc je suis très très content d'être là. Et toi, comment tu vas ? Tu ne regardes pas la Ligue des Champions Oui, je vois que dans le chat on te le reproche. On te dit, tu regardes pas Liverpool, t'es un faux supporter. Oui, effectivement, on est en semaine compliquée parce que hier il y avait le MLK Day. Donc il y avait des matchs en direct. Là il y a de la Ligue des Champions. Jeudi il y a le match contre les Pacers. En effet. D'ailleurs, oui. Je pense que jeudi on fera pas de live pour le coup. Puisque je pense que tout le monde sera un peu devant le match. Donc jeudi, je pense que pas de quotidienne jeudi soir. Et désolé pour le vendredi matin, forcément. Mais voilà, je pense qu'on sera tous devant le match à l'heure française. On va en profiter. Déjà, on aurait peut-être pas dû faire de quotidienne lundi si je m'en étais rendu compte en fait. On aurait pu tous profiter. Mais ouais, et vendredi à voir, mais ça on est potentiellement sur une semaine assez light pour le coup en termes de quotidienne, mais après voilà, il faut aussi en profiter pour le coup d'avoir des matchs à l'heure française. Mais ouais, du coup pas Liverpool alors ce soir. Non, pas de Liverpool contre Lille quand même. En plus Lille qui joue quelque chose encore, je crois. Enfin ils peuvent jouer le top 8. Mais est-ce que Liverpool joue quelque chose surtout ? Liverpool est premier. Donc je sais même pas si... Je crois qu'ils peuvent finir encore deuxième, mais ils sont quasi sûrs d'être dans les deux premiers. Ouais. Donc voilà quoi. Voilà, je peux m'octroyer le fait de ne pas regarder le match, même si je suis un fervent supporter, évidemment. Alors qu'on salue Jasper, évidemment, bienvenue. Wimaz aussi, Maltazer, bonsoir à toi, bonsoir Zekix, et bienvenue sur le chat, toi aussi. Premier message dans le chat, nous dit-on. Enfin, c'est pas, on n'a pas des infos, c'est Twitch qui nous dit ça. Bref, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, et bon retour aux anciens, aux habitués, on peut le dire comme ça. Donc en effet, on est là aujourd'hui, on ne regarde pas la Ligue des Champions. On est là pour de l'actu, plutôt une bonne soirée finalement, globalement, cette nuit NBA. Ouais, il y a eu des matchs sympas. Après, il y a eu le Celtics Warriors où j'ai vu le score ce matin. Il y a eu des matchs, voilà. Mais non, il y a eu des matchs très cool. Franchement, très, du coup, fan des Knicks aussi que je suis. Très content parce que, pour le coup, on en reparlera après. Mais c'est un des meilleurs matchs, je trouve, dans l'approche tactique des Knicks cette saison. Et puis, j'ai vu aussi que Isaiah Collier avait encore fait pas mal de passes décisives. Alors, le scoring, il est pas encore là. Mais j'ai vu qu'il avait fait pas mal de passes décisives. Donc voilà, des matchs sympas, des joueurs qu'on aime bien qui performent. Donc tout va bien. Belle soirée, franchement, je trouve. Que demande le peuple, en effet, alors qu'on va basculer, on peut y aller directement sur les matchs du jour. Évidemment, j'ai perdu mon onglet, il est là, le voici. Est-ce qu'il marche ? Oui, ok. Monday, comme lundi, on commence un peu comme d'habitude pour parler les matchs du jour. Alors oui, petite précision aussi, effectivement, j'aurais dû la faire avant. Enfin non, c'est pas très grave, mais vous avez peut-être vu que donc on a lancé un flux spécial pour ça, pour les quotidiennes. Donc que ce soit en podcast, que ce soit en YouTube, vous pouvez aller trouver ça en description partout. Voilà, tous les liens sont partout. C'est un peu le but. Le fait est qu'on essaye je vais essayer de faire un truc dédié à ça exclusivement parce que c'est du contenu Basket Lab évidemment, mais c'est pas totalement le même. Ça peut en embêter parfois certains d'avoir un flux principal pollué. Donc voilà, on a un peu séparé les deux. Et dans la gamme des Power Rangers, cette fois c'est du bleu clair. Je sais pas si t'as vu Baptiste, on a choisi du bleu clair cette fois-ci pour le logo du Basket Lab live pour le coup. Parce que du coup c'est le troisième, c'est ça ? Il y avait eu le Power Rangers violet qui était déjà dégainé, c'est ça ? Il y a le violet pour les extraits. Ouais, effectivement. Il y avait le vert aussi, le vert que j'ai pas... Faudrait que je m'y remette un peu, là, j'ai pas pu, je voulais le faire aujourd'hui. Un peu pour des mini-vidéos tactiques, parce que ça, c'est aussi le truc. C'est pour ça qu'on fait ça, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a un peu besoin de séparer plein de chaînes YouTube différentes ? C'est qu'en fait, selon les durées des vidéos, les algorithmes vont pas être pareils, quoi, tu vois.
Donc, oui. donc il faut un truc pour les vidéos longues, il faut un truc pour les vidéos courtes, il faut un truc pour de l'audio, il faut un truc que pour de la vidéo, parce que si tu mélanges les deux, après, les algorithmes ils comprennent pas et donc ils recommandent plus les vidéos, donc c'est un peu le problème, quoi. C'est un peu le problème, donc voilà. Basket Lab live, Donc voici ça la m'intéresse. solution. Ouais, c'est un peu la solution, c'est un peu chiant parce qu'on recommence depuis le début à chaque fois, mais en même temps, c'est un peu comme ça que ça marche, quoi. J'ai l'impression. Parce que j'ai déjà fait des erreurs et finalement, ça se paye cash. Pas de suite, mais, mais ça se paye cash à la fin. Bref, on salue Derek aussi. Salut les jeunes, nous dit-il. Salut à toi. Salut à toi. On attend le Power Ranger noir, effectivement. Ouais, alors j'ai quelques idées pour ce genre de. J'ai d'autres idées, hein. On va faire toute la gamme, hein, je pense, mais bref. Donc, notre soirée de NBA. Qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui ? On va parler aujourd'hui de celui-ci, de match, le Minnesota contre Memphis. Donc, on se le fait pas de suite. On va parler également de celui-ci, les Hawks, qui ont perdu contre les Knicks, 110-119. Ça, c'est Baptiste qui va nous le détailler. Donc, on peut commencer un des premiers matchs de la soirée, Dallas contre Charlotte. Est-ce que tu avais zioté un peu ou même pas trop ? Ben non, parce que j'étais pas chez moi, donc en fait, je suis rentré et puis je vois Daniel Gafford de 30 points ou un truc comme ça, je sais pas combien il a mis. Exactement. Donc exactement. pour le coup, j'ai rien vu, mais surpris quand même du résultat, sachant qu'il y avait Kyrie Irving, quoi. Donc oui, c'est ça. Parce que donc Charlotte a gagné 110-105 contre Dallas, alors que Kyrie était de retour, vous le voyez, hein, il a fait 40 minutes sur ce match-là, 33 points. Bon, je pense que le plan de base, ce n'était pas d'avoir Kyrie qui joue 40 minutes contre ces Hornets, clairement. Mais on a voulu le faire jouer un peu plus pour aller chercher le match, mais c'est pas très bien passé. Donc voici, avec un gros match de Daniel Gafford. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Doncic. Bon, t'es quand même censé gagner, même sans Doncic, hein, pour le coup, je pense. Alors qu'on salue Kiko Home. Bonsoir à toi. Ça y est, j'ai plus de salive dès le début du live. Je vais prendre une gorgée d'eau. Pardon, Baptiste. Mais je t'en prie, pendant ce temps, je vais combler. C'est bon. J'ai fini. Donc salut Kiko et salut R3SH3N7H. Je n'arrive pas à prononcer ce nom. Dis-moi s'il y a un raccourci, mais bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Donc ouais, Gafford un gros match. Bon, je pense que ça en raconte aussi beaucoup sur le secteur intérieur. Je mets un peu les images là de sa perf. On voit que c'est de la transition, c'est que du catch and finish. Voilà, c'est ce genre de choses. Faut pas s'imaginer que on a eu affaire à un énorme Gafford qui se devenait en post-up, quoi, pour le coup. Mais voilà, ouais. Ah non, c'est l'inverse. Non, j'allais dire, il y avait déjà eu contre Utah, mais non, c'était l'inverse. C'est Mark Williams, tu sais, qui avait mis 29 ou 30 points là, contre la défense avec du Jazz. 19 rebonds aussi, ou un truc comme ça, quoi. D'ailleurs, on voit une image à l'écran. Alors Gafford, moi j'adore, le côté, notamment parce qu'il est très grand, très très long, etc. On voit un truc où juste, il y a Irving qui fait une passe par-dessus. Et en fait, juste, il tend les bras, il saute par-dessus tout le monde, hein, il attrape la balle avant que quiconque ait une chance de l'avoir. Voilà, j'attrape la balle par-dessus tout le monde. C'est ça. C'est Moussa Diabaté qui est sur le terrain, qui est un intérieur un peu undersize et plus de switch, quoi. Donc l'avantage de taille est assez flagrant. Pas terrible au niveau de Dallas, nous dit Derek. Derek, c'est parce que Derek Lively, ou donc fan de Dallas, ou pas du tout, dis-moi. Kiko qui nous dit exécution offensive atroce en fin de match. Ouais, donc au niveau du Money Time, ils ont perdu sur ce Money Time. Dinwiddie s'est pris pour Trey Burke. Ouais, mais Dinwiddie, bon, faut-il avoir des attentes sur Dinwiddie ? J'ai envie de dire, il s'est pris pour Dinwiddie aussi un peu, quoi. Enfin, ouais. Moi, je l'aime bien. Mais c'est un peu. Ouais, il faut savoir ce qu'on attend de lui, en fait. Voilà, c'est un peu la théorie du joueur, quoi. C'est que oui, c'est du shot making. Il y a un match où ça peut basculer, et il y a des matchs où ça peut aussi basculer dans l'autre sens, quoi, dans le négatif, quoi. Ah, Derek pour Derek Jeter, d'accord. Le joueur le plus surestimé, il paraît, de l'histoire du baseball, qui était un très bon joueur, mais qui est vu comme une légende parce qu'il a eu plein de titres chez les New York Yankees. Enfin, il est bien tombé. Bah, excuse-moi, je veux pas t'offenser, c'est ce que j'ai entendu. Donc c'est pas Derek Lively, c'est Derek Jeter. Ok, ça marche. Ouais, non, tu connais Olivier Maxence Prosper ou pas du tout? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi j'aime bien pour le coup. Mais moi j'adore. J'adore. C'était un peu un coup de cœur entre guillemets de draft. Alors, il est assez âgé, mais il vient de Marquette, je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment. Ah non, pardon, la fac de Marquette. Ouais, voilà. Et exactement. Et il est francophone. Alors c'est pas pour ça, mais c'était un peu la théorie du grand Suendi, quoi, à la base. Et je crois qu'il avait monté très très tard dans les mocks. Et ouais, non, moi j'aime beaucoup le joueur. Après, je sais qu'il c'est vrai qu'il est vieux, il est né en 2002, Baptiste.
Quel papy. T'es né quand, toi? Non mais avant ou après, qui sait, peut-être. Over, Je garde le mystère. Je crois qu'on est pas loin, non? On est. Alors attends. Si je dis que je suis under, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis né avant? C'est Oh ça? là là, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Ouais. Nick Smith aussi, 7 sur 13, je vois là, 30 minutes pour Nick Smith. Je crois que c'est un des joueurs qui a été drafté le plus haut, Nick Smith, que je connais le moins bien de NBA. Enfin, le plus haut. Il est 27ème, mais c'est un premier tour, quoi. J'avoue que j'ai pas eu trop l'occasion. J'ai vu quelques matchs des Hornets, hein, évidemment, depuis 2 ans. Mais c'est vrai que des sorties où il est bon, j'en ai pas vu tant que ça, tu vois, pour le coup. Ouais. Donc là, titulaire, Mais, il a plutôt gros temps de jeu. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ce jour-là. Bah alors, c'est marrant parce que un peu, alors pas du tout dans le profil de jeu, mais dans le parcours, c'était un lycéen qui était aussi ultra coté, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et il était à l'équipe d'Arkansas avec 2 joueurs que tu connais sans doute un mieux, Anthony Black et Jordan Walsh. Et Ricky Council, le 4, là, qui joue aux Sixers. D'accord. Ouais. Qui a été undrafted et c'était un peu la star et en fait il a eu une année assez compliquée, il est tombé un peu en 27, un peu comme Isaiah Collier du coup, je sais pas si je l'ai dit, je m'y perds déjà, mais Collier qui était aussi je crois, donc ah bon on n'a pas encore parlé de Collier en live, mais ouais, mais Collier qui était poste de shooter, c'est ça, c'est un peu ça, 3&D ouais, c'est ça, c'est ça, et la théorie c'est que c'est un porteur de balle avec un très bon toucher, shooter et normalement un peu plus de création et d'upside, on va dire, sur pick and roll que. Oui, c'est pas du tout 3&D. Là, on voit une action, il est sur isolation, il bat complètement PJ Washington sur un switch. Magnifique, hein, un premier pas, fluidité, dribble, le petit flotteur à la fin, ouais, c'est oui, non, cool. c'est plus un joueur, on va dire, de vraiment création offensive et la défense. Pas trop, quoi. La défense pas trop, mais gros toucher de balle. Moi, je trouve son toucher de balle assez impressionnant, quoi, pour le coup. Je me perds un peu avec les jeunes draftés là, de Charlotte. Il n'y en avait pas un qui a fait un peu un bust il n'y a pas longtemps. Là, c'est pas Book Knight qui est drafté. Ah, si, qui était à Yukon, ouais. À Yukon. Ouais. Ouais. C'était loterie, non, un truc comme ça. Oui, c'est dans la draft 2021. Tu regardes la draft 2021, tout le monde a performé, sauf Book Knight. En gros. Et Josh Primo, sinon, qui n'a pas dû faire chose sur les terrains. Peut-être. Avançons, le Twins game, le Thompson game, Détroit 107 contre 96. Tu l'as vu un peu en plus celui-là de match 1 si je me trompe pas. Tu auras des trucs à dire un peu ou on le fait tout à l'heure ou tu veux en parler maintenant? Non, pour le coup, j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'il était assez brouillon le match. Qui est une gamme, je crois il est pas loin du quadruple-double avec les pertes de balles. mais ce qui était assez intéressant, je trouve, sur l'approche un peu plus globale du match, c'est quelque chose qui m'avait un peu frappé pendant le match, c'est à quel point Houston s'est fait dominer sur le rebond, enfin leur rebond défensif et donc le rebond offensif de Détroit. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, en regardant les stats, du coup, ils ont en fait Détroit a pris 40% de rebond offensif et ça s'est vraiment retranscrit parce que en fait, il y a eu plein d'aspects. Il y a eu des séquences où Houston tente plus un switch all et ça marche pas forcément. Il y a eu encore une fois un peu des séquences où le pull-up de Cade il est rentré et ça a forcé un peu Şengün à monter et du coup un peu à découvrir le rebond. Et Détroit a vraiment été ultra agressif là-dessus. Et ils ont pris 40% de rebond offensif, ce qui était assez impressionnant. Et, ils ont battu Houston à leur propre jeu en fait, finalement. Exactement. Ils l'ont fait comment? Il y a un côté switch, donc on avait des gros qui étaient ailleurs que sous le panier, ou alors c'est une vraie stratégie. Je suppose que tu vois, ne serait-ce que le retour d'un Oscar Thompson, un gros minutage, ça aide aussi, quoi, comparé à quand tu fais jouer Malik Beasley et Tobias Harris, quoi. Oui, c'est ça, c'est sûr que Oscar Thompson, par contre, c'est marrant parce qu'il y a une séquence dans le premier quart-temps où Oscar Thompson il va au dunk et en fait c'est en transition ou semi-transition et il est défendu par Amen Thompson et alors Oscar Thompson a l'avantage et il va jusqu'au panier et juste Amen Thompson, vu que c'est son frère, je pense, veut pas le laisser et il va faire un goaltending un peu grossier, quoi, mais donc ça m'a fait rire. Mais non, le côté moi, égo, je fais faute, mais je te laisse pas marquer, quoi. C'est ça, exactement. Mais non, c'est plus une stratégie, je trouve,
Bah en fait, ouais, Houston a pas mal switché et ils ont attaqué un peu collectivement cet aspect dès que Şengün était un peu sorti, quoi. Enfin, un peu sorti de la raquette, j'ai envie de dire. C'était Stewart, c'était Jalen Duren, c'est ça, qui ont joué un peu Ouais, c'est ça. Bah, intérieur. il y a eu même Cade qui en a pris. Ah non, Ouais. pas Cade, pardon, mais il y a eu Duren qui en a pris beaucoup. Duren et Duren Stewart, 6, Osar Duren et Thompson Stewart 4, que j'ai beaucoup en tête, ouais. et Stewart 2, ouais, effectivement. Oui, tu vois, pas tant que ça de big finalement, donc ça, la présence d'un Ossar, ça fait du bien, quoi, de ce point de vue-là, évidemment, quand t'as un peu ce profil Exactement. crash and finish, non pas catch and finish, mais crash. Je Et crache leur t'en ballon penses quoi, offensif, toi, je fais des cuts. de Ossar, toi, justement? Bah alors, je vais pas mentir, je l'ai pas vu autant qu'un mec qui serait Oui. dans une bonne équipe, mais évidemment, on l'a vu quand qu'il avait débarqué l'an passé. Il fait un début de saison qui est assez impressionnant au niveau défensif et tout. Je dois dire que je suis un peu, je suis un peu plus bas sur le côté global, enfin potentiel long terme, parce que l'attaque elle est vraiment quand même assez en retard, quoi, pour le coup, tu vois. Et Oui. autant Amen Thompson, on a déjà parlé beaucoup ensemble, je crois qu'on partage un peu le même amour d'Amen Thompson, où on sait pas ce que c'est encore, mais c'est fabuleux comme joueur, on sait pas quel poste il a, quel rôle il a, mais en fait il peut tout faire. Mais par contre, tu vois, c'est vrai que. Et ça m'étonne un peu, ce côté. Bah, pourquoi est-ce que Amen, il a à ce point du passing et donc un peu du quick et QI basket et tout ce qui est une qualité un peu intrinsèque, grosso modo, du dribble aussi, fluidité avec ballon. Bon, ça, à la limite, tu me diras si c'est du travail. Le toucher de balle aussi. Enfin, en général, Mm. tu vois, des différences entre des jumeaux comme ça, c'est pas fréquent, quoi. Tu prends les jumeaux Maurice. Bon, il y en a un qui est un peu plus défenseur que l'autre, c'était Markif, et Marcus était peut-être un peu plus légèrement attaquant, shooter, mais on parle de micro-détails, quoi, j'exagère, mais et là, c'est vrai qu'il y a quand même de vraies différences, j'ai l'impression, en tout cas, entre les deux profils, quoi. Autant Bah, surtout balle en main, ouais. Ouais, surtout bah, c'est balle ça, en ouais. main, ouais. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que les deux sont des athlètes exceptionnels, mais il y en a un qui l'est aussi balle en main, que c'est Amen, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord. Et il y a un peu un côté. Moi, l'aspect où ça me surprend le plus, entre guillemets, c'est sur l'aspect finition, entre guillemets, quoi. Et plus un peu. Enfin, de ce que j'ai vu, après, c'est sûr qu'on l'a un peu moins vu au SAR aussi. Mais je trouve sur. Peut-être, je sais pas si c'est le toucher ou sur la technique de finition, je trouve que souvent, en fait, Ozar Thompson, par exemple, il protège vachement moins son ballon, je le trouve qu'il se fait beaucoup plus contrer, et qu'il y a des lay-ups qui sont un peu plus grossiers, entre guillemets, ou en tout cas, c'est fait avec beaucoup plus de finesse chez Amen Thompson, quoi. Quand il a le ballon en main, en fait, tu sens qu'il a l'habitude d'aller chercher ses angles beaucoup plus que Ossar. Et par exemple, il y a aussi, Amen Thompson, il y a aussi, tu vois, un truc qui est pas du tout dans le jeu d'Ossar, c'est le flotteur, quoi. Alors, c'est pas un flotteur à la Trae Young ou Darius Garland qui peut dégainer la ligne des lancers francs, mais il a ce truc de un peu vraiment technique de finition et savoir se placer sur son flotteur que j'ai quasiment jamais vu faire Ossar aussi, quoi. Donc, c'est assez surprenant, ouais. Je suis d'accord, c'est pour ça que je te demandais ton avis, ça m'intéressait, donc voilà. Je mets à l'écran une vidéo. Qui s'appelle Film Room. Pourquoi Antetokounmpo est déjà un monstre et pourquoi il ne l'est pas encore. Et ça a été fait par un mec qui s'appelait NBA Einstein. C'est bizarre comme pseudo d'ailleurs, c'est un jeu de mots, Ouais. mais Mais ça me rappelle un conte américain sur Twitter. bon, c'était moi évidemment. Non, mais pourquoi je mets ça? Parce que ça me fait toujours penser à ça. En fait, c'est bon, si vous voulez aller regarder, mais en gros, c'était une masterclass défensive de Détroit et notamment de Stanley Johnson, quoi. Et en fait, je sais pas si c'est parce qu'on a aussi ce truc de c'est Détroit, mais globalement, même au-delà de la comparaison Stanley Johnson et Osar Thompson, il y a quand même un truc qui est assez évident sur ce côté. Tu peux être fantastique défenseur en termes d'ailier. Si t'es pas viable en attaque, grosso modo, c'est quand même un peu compliqué d'exister, quoi. Et pour le coup, encore une fois, j'ai peut-être déjà fait la comparaison, mais y a des gens qui vont dire non, mais c'est quand même exagéré, Stanley Johnson, le bust et tout. Mais les gars, Stanley Johnson, défensivement, c'était exceptionnel. Et sur ce match-là, le mec, donc c'était quand, en 2017. Ouais, donc Giannis n'était pas encore Giannis, hein. Je crois que ça doit être sa première saison à l'NBA ou une de ses premières. Mais voilà, Johnson est excellent team. Bon, bref, on s'en fout un peu, mais c'est juste pour amener un peu cette comparaison, à dire que ça peut être très pratique, mais c'est vrai que si le mec a vraiment pas de shoot et pas trop de création,
c'est compliqué à optimiser, quoi, ou même à faire exister ce genre de profil parce que c'est un certain compromis. Et donc, ça voudrait dire que, par exemple, il faudrait que tu aies deux bigs qui jouent très bien, quoi. Et ça, c'est quand même dur à trouver, quoi, pour le coup. Donc j'aime beaucoup la défense. Mais voilà, tu vois, je t'ai montré une vidéo d'il y a 7 ans ou 8 ans. Bah, j'aimais aussi beaucoup la défense de Stanley Johnson et pourtant il n'a pas survécu en NBA, quoi. Alors qu'il était excellentissime en défense. Et en mode, même sur le côté puissance, je repousse un Giannis, quoi. Mais vraiment, sur la vidéo. Mais voilà, c'est un peu mon avis sur Ossard. J'aime beaucoup, mais j'attends de voir. Parce qu'après, Amen, on nous dit Amen, futur All-Star. Derek nous dit ça. Ouais, futur MVP, hein, je pense, on peut le dire. On a aussi Malteser qui nous dit bon match défensif de Jalen Duren, d'ailleurs. T'es un peu d'accord avec ça? Oui et non. Enfin, je trouve qu'il y a... Ouais, bon, je sais pas trop. 6 stops, en tout cas. 4 styles de blocs. Ouais, ça c'est assez impressionnant, mais je trouve qu'il y a aussi des séquences, certaines séquences où... tu vois, sur du edge ou du drop, il y en a notamment un sur un drive, on va dire, de Jalen Green, où, tu vois, il fait un peu mal c'est un peu un soft edge, quoi. C'est un peu un show, quoi. Enfin, un truc comme ça. Et il se fait complètement... Bon, la vitesse d'exécution de Jalen Green est aussi très impressionnante, mais il se fait complètement freeze, quoi. Donc, mais globalement, après, je sais qu'il a un peu mauvaise presse, Jalen Duren. Mais en fait, pour moi, le problème, c'est plus que quand tu le fais faire du drop, ça marche pas. Après, c'est vrai que sur le post-up de Şengün, il l'a pas mal mauvaise coupé. presse, ça dépend, hein, Baptiste. C'est mauvaise presse, les avis mauvais, c'est plutôt nous. J'ai l'impression qu'il y a quand même un certain optimisme dans le consensus collectif de bah ouais, il est quand même pas mal, il est jeune et tout, quoi. Soyons indulgents. Non, après. Donc pour préciser, hein, quand tu parles de edge, en l'occurrence c'est vrai qu'on lui demande de monter au niveau de l'écran, de faire des 2 contre 1, grosso modo. C'est un peu ça l'idée, de contenir le ballon et derrière ça va venir un peu protéger. Et c'est vrai que si tu fais pas le truc de base qui est de bien contenir le ballon, si le 2 contre 1 ne marche pas sur le ballon et que le porteur de balle s'échappe, c'est un problème. Mais après voilà, moi je pense que c'est un mec qui est hyper polyvalent. Et bon, c'est là ça, tu vois, il y a une des interceptions, c'est quoi? Il est en post-up sur Şengün et c'est juste Jalen Green qui fait une passe n'importe comment pour faire l'entry pass, quoi. Ouais. Donc, non, mais pour le coup, son duo avec Stewart a pas mal coupé en fait le post-up de Şengün, je trouve. Ça, sur la puissance. En fait, Şengün a ce côté où, vu qu'il est pas si grand, il est pas si puissant, il a toujours un peu de mal sur du post-up un peu. Enfin, pour moi, en gros, quand c'est pas un mismatch, c'est jamais un joueur. C'est pas encore un joueur élite, quoi. C'est pas un joueur élite et je trouve que là-dessus, Duren l'a pas mal gêné avec des bonnes mains et l'a forcé à soit prendre des tirs contestés, soit carrément parfois prendre pas de tir parce qu'il intercepte ou parce que Şengün n'a pas la position, quoi. Alors qu'on nous dit les jumeaux Kobe et Thomas Bryant. Merci Eric, effectivement. Bonsoir Flo, bien sûr, bienvenue Flo. Il est hyper connu, lui, suivi par T-Mac, je crois. Alors ça, c'est une référence au live Twitch d'hier où on a un peu Flex qui nous suivait un peu sur Twitter ou pas. Mais effectivement, T-Mac suit le compte NBA Einstein. Merci pour la référence, Malakai. Stanley Johnson, je l'ai vu la semaine dernière avec Anadolu à Paris. Ah, alors il est où alors il joue en Turquie, alors c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Ok, je savais pas du tout ce qu'il faisait depuis la fin de sa carrière NBA qui était il y a quelques temps, hein. Je crois que mes derniers souvenirs Lakers, moi. Ouais, je dirais Lakers 2021 ou alors le Covid 2022, mais ça compte pas trop, quoi. Et les mecs qui ont fait une pige de fin de carrière en 2022 parce que tu sais c'était il y avait des restrictions de Covid là. Que même Darren Collison était revenu, quoi. Pour te dire. mais bon. Ouais. C'est vrai, il était sorti de sa retraite, si je ne dis pas de bêtises, Darren Collison. Oui, exactement. Tu sais, il avait arrêté très tôt, lui, pour des raisons religieuses, notamment de faire des missions, je sais plus où, d'ailleurs en Europe, je crois. Mais oui, il était revenu, mais tout le monde était un peu revenu, même Isaiah Thomas, même, je crois. Avant sa blessure, les minutes sans Cade ou Ivey se comptaient sur les doigts d'une main, et à raison, on n'a pas grand-chose d'autre en ball handling primaire. De qui est-ce que tu parles? R3. J'essaie de calculer. Tu parles de Ossard, c'est ça? Je pense. Ouais. Non, alors pour revenir à ce que tu disais aussi, j'ai un peu laissé dérouler les images là pour ceux qui sont en live, mais effectivement, on voit que, face à un côté de très
beefsteak, j'allais dire, très costaud de Stewart ou de Jalen Durrett, on voit qu'effectivement il a un peu de mal, Sengun, mais on en a parlé déjà assez longuement, mais c'est ce côté pour moi qui est un peu le point de bascule de Sengun, c'est ce scoring de création pure, quoi. Et que finalement, et moi, Dieu sait que j'étais à l'avant du train et que, enfin, je l'adore, quoi, évidemment. Mais tu vois, déjà l'été dernier, on disait, bah ouais, mais en termes de à quel point ce qui score sur post-up ou isolation, la création pure, il y avait des chiffres qui étaient dans le 50e centile ou un truc comme ça, quoi. Donc on n'a pas encore ce truc-là, pour le coup. Donc, c'est clair. Mais après, je trouve que, ouais, après avec Sengun, je me demande si c'est vraiment un créateur de post-up. Dans le sens où est-ce que c'est pas finalement la valeur de son profil, et je trouve là où c'est limite le plus intéressant, c'est limite quand c'est un créateur de face-up, c'est-à-dire quand il est face à son joueur et qui peut avoir un peu ce drive qu'on avait aussi un peu détaillé, où il peut un peu profiter de sa puissance et de ses qualités de dribble, pardon. Et plus un joueur de post-up, on va dire, secondaire, où ce serait face à des mismatchs. Alors que pour l'instant, bah, tu vois, là, sur les images que tu vois, il y a beaucoup de fois où finalement, il est utilisé en post-up directement face au pivot adverse, sans qu'il y ait de recherche du mismatch comme il peut y avoir dans d'autres équipes, quoi. Le problème, c'est qu'il n'a pas de shoot, nous dit Kiko. Effectivement, c'est aussi un problème. C'est vrai. Ça limite aussi le côté utilisation off-ball. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Mais en même temps, combien est-ce qu'il y a de vrais joueurs de post-up pur en NBA, quoi, au final? Bah, t'as du Embiid, t'as du Jokic. Mais effectivement, je suis pas sûr qu'il y ait ce potentiel, je sais pas, mais ce soit un peu en mode, bah, c'est sûr, ça va être un mec qui va être un peu implacable au poste bas, quoi. Et tout va partir de là. Je pense qu'on est plutôt sur un profil assez polyvalent, qui peut un peu toucher à tout. Ouais. Mais ok. Et d'ailleurs, le mini run qu'il fait entre guillemets dans le troisième quart-temps, où on a vu les images juste avant, c'est plus sur du face-up, justement, avec un pick and roll inversé, un drive, etc. Ouais. Ouais. Alors que tu mets un peu des assists de Amen Thompson à l'écran, juste pour le plaisir, pour le coup. Voilà. Et le alley-oop pour Cam Whitmore était assez dingue. Hein. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Cam Whitmore, d'ailleurs, qu'est-ce il joue un peu plus dernièrement, on est d'accord, hein? Ouais, bah si j'ai bien compris, il s'est plaint de pas assez jouer, donc il joue plus. Mais moi c'est un débat intéressant parce que en fait, moi je trouve que c'est un profil qui est assez limité de base, quoi. Parce qu'il n'y a vraiment aucune création collective, quoi. C'est un finisseur exclusif. Je crois que pour moi, c'est Jalen Brown, hein, mais clairement. Les ressemblances de profil sont assez énormes, quoi, pour le coup. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est un joueur qui un peu dans l'image, enfin comment dire, il met beaucoup de points et il défend fort sur l'homme. C'est un gros défenseur on-ball potentiel. Mais au final, je trouve que c'est un peu un truc où, au final, des joueurs de ce profil-là, qui sont tiers 1 ou 2 de NBA, bah, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il n'y en a pas tant que ça, pour pas dire qu'il y a Shai Gilgeous-Alexander, quoi, en gros, qui est même pas vraiment ce profil, qui est bien plus que ce profil. Bah, disons que c'est un peu la fameuse distinction que je fais tout le temps, tu sais, casseur de défense versus terrasseur de défense. Est-ce que tu vas casser la défense en mode créer des décalages et donc créer du jeu, que toi tu fasses la passe ou pas d'ailleurs, mais est-ce que tu peux casser la défense, ou est-ce que c'est un peu juste en mode terrasseur de défense, juste je m'élève par-dessus mon mec et je tire et je marque, quoi. Un peu pour caricaturer, mais c'est vrai que comme tu dis, il y a aussi des niveaux là-dedans, quoi. Le curseur n'est pas pareil pour tout le monde, quoi. Tu vois, tu as des casseurs de défense, donc qui vont créer beaucoup de décalage, et tu as des terrasseurs, mais il y a aussi des niveaux dans le terrasseur, quoi. Tu vois, effectivement, Jalen Brown, c'est pas pareil que Bradley Beal, par exemple. Je crois que c'est Camille qui nous en avait parlé il y a 1 ou 2 ans là sur le top 100, mais effectivement, et là-dessus, c'est vrai que tu parles de HDA. Je pense pas que HDA soit un mec qui a un passing de folie, mais qui vraiment a un côté création de décalage immense de par la menace du scoring, et en plus, même son passing est quand même un peu supérieur, quoi, pour le coup. Donc, tu vois, je pense aussi à Edwards, qui avait un peu ce profil il y a 2-3 ans, allez, 3-4 ans quand il débarque en NBA, mais le passing d'Edwards est quand même largement supérieur. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, contre les Wolves. Mais ouais, c'est vrai que quand tu regardes des vrais terrasseurs purs, entre guillemets, il n'y a pas tant que ça. Mais après, voilà, Jalen Brown, le mec est top 30 NBA
assez facilement, je sais pas, mais selon les années. Enfin, j'en sais rien. Au niveau du classement, on s'en fiche, mais c'est quand même un top joueur, Jalen Brown, quoi. Donc, je pense que Cam Whitmore peut totalement prendre ce chemin-là, même s'il y a des limitations un peu globales de, il n'y a pas de création collective et la défense off-ball, elle est pas top. Mais je pense pas que ce soit totalement. Ça va pas forcément l'empêcher de faire une vraie carrière NBA, quoi, pour le coup. Ah non, Richie Pard, qui joue pas trop non plus, toujours pas. DNP Coach Decision. Bah alors, ils l'ont rappelé de G-League pour ne pas le faire jouer. Donc, ça, je me rends pas, quoi. Après, je veux bien croire qu'il soit pas très bon encore pour l'instant, l'adaptation, mais bon, après, il y a Aaron Holiday qui joue, quoi. Bon, je ne sais pas. Malik Beasley qui fait aussi un bon match. On n'a pas dit d'ailleurs 32 points de la part de Cade, on l'a même pas précisé. Mais ok, Tobias Harris qui fait 8 sur 16 comme d'habitude. Ah non, il fait 14 points, il fait pas 16 points. 14 points à 2 sur 9, plus non, pas de lancer franc, non. Bon, du Tobias Harris. Bref, voici. Non, il est à 4 points. 4 points Tobias Harris. Je me suis trompé de ligne. Ah non, c'est le plus-minus, t'as raison, pardon. 4 points et plus-minus de 14, mais on s'en fiche du plus-minus. Donc c'est pas très grave. Non, mais tu vois, c'est un peu étonnant quand tu me parles du rebond offensif, parce que je regarde directement la feuille de match, et tu vois, il fait jouer Fontecchio, il fait jouer Marcus Sasser, il fait jouer Malik Beasley, et le seul vrai autre gros à part Duren, c'était Stewart, quoi, pour le coup. Ron Holland qui fait 15 minutes aussi, on aime bien sa défense sur le Basket Lab, enfin en tout cas moi, on va arrêter les déclarations à la Alain Delon d'ailleurs, parce que je vais pas, non mais je voulais pas parler pour toi ou pour les autres, quoi, mais on va dire moi. Les Suns perdent contre les Cavs, est-ce qu'on est surpris? Pas forcément, j'ai pas pu du tout voir ce match là, je sais pas si t'as entreaperçu 2-3 trucs ou pas de ce match là. Mais sur les Cavs, il y avait quand même une séquence ce week-end qui était assez cool. C'était face aux Timberwolves, le match contre les Timberwolves. Je me permets un petit segment, c'est super rapide. Mais en fait, du coup, les Cavs appellent leur zone défensive qu'ils ont l'habitude d'appeler, là, leur 2-3, ou leur 2-1-2 presque. Et en fait, les Wolves n'arrivent pas du tout à attaquer. Il y a des séquences un peu où ça se marche dessus, les joueurs essayent d'aller justement dans les mêmes zones laissées seules dans les mêmes intervalles au même moment, donc ça marche pas du tout. Julius Randle et Nickel Alexander-Walker, voilà. Et du coup, Chris Finch, il fait rentrer Joe Ingles. Ouais. Et sauf que vu qu'il fait rentrer Joe Ingles, pour attaquer la zone, et ben les Cavs, ils font des systèmes. Ils arrêtent la zone et ils font que attaquer Joe Ingles. Et c'était super, enfin c'était assez marrant à voir, quoi. Enfin, ils laissent la zone pendant 2-3 séquences pour que Joe Ingles reste sur le terrain. Et sur les 2-3 séquences, ils font des pick and roll inversés, ils le font courir après des écrans. Enfin, il a 42 ans, ça se fait pas, quoi. Franchement, c'était un peu sadique, mais c'était assez fun, ouais. C'était assez fun. Je regarde, j'ai mis les stats, j'ai mis les passes de Garland à l'image pour vous faire plaisir un peu. Le problème de Phoenix, c'est que on n'a pas scoré, pour le coup. Si on compare un peu au niveau des ratings, là ils sont à 95 points par 100 possessions, de l'autre côté on est à 130 points par 100 possessions. Pour dire aussi à quel point il y avait du garbage time dans ce match. Regarde Baptiste, 80 possessions pour Phoenix sur Cleaning the Glass et 81 pour Cleveland. Donc ça veut dire qu'il y a au moins une bonne vingtaine de possessions que Cleaning the Glass, le site de Cleaning the Glass, ne compte pas. Parce que le garbage time, c'est quand le match est plié, que voilà, on s'en fiche. Et donc, d'habitude, on a 100 là, au niveau de ce chiffre-là. Donc, pour dire à quel point ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Suns, on prend beaucoup de tirs à mi-distance, long mi-distance ou short mi-distance, pas trop au panier. Voilà, c'est un peu habituel, quoi, pour le coup. J'ai vu. Après, ce qui est dérangeant, c'est ça, là. C'est la transition. C'est le fait que cette équipe, c'est pas grave si t'as un peu des joueurs de pull-up ou des line-up un peu, enfin pas small ball, mais genre Durant en poste 4. Mais c'est vrai que le fait que ça accélère pas trop en transition, c'est un peu dommage, quoi. Tu laisses un peu. Tu prends pas trop de points. Et en plus, de l'autre côté, tu prends pas non plus de rebond offensif. Alors que l'an dernier, ça pouvait être une carte à jouer de leur côté, en mode Nurkic, en mode on va envoyer aussi. Alors, en début de saison, il y avait aussi Jordan Goodwin, on avait aussi Josh Okogie, ou des mecs comme ça. Et je me souviens du tout début de saison, match contre les Lakers, match contre je sais plus qui d'ailleurs, mais ils envoient des vagues parfois et ils font des 40% de rebond offensif. Et là, tu vois, cette année, ils ont un peu totalement abandonné ça, avec Bud. Donc bref, au niveau de la rotation, ça m'intéresse. Qui a joué côté Phoenix alors? Donc on a Nick Richards, 22 minutes, pivot titulaire après la bonne première sortie de il y a 2 jours, ok. Mason Plumlee, 4 minutes, ok. Oso Ighodaro, 7 minutes,
Donc voici pour la rotation intérieure des Suns. Osso a un peu perdu en temps de jeu et je pense qu'il est où Nurkic. Il doit être dans les pas joué du tout, c'est ça, ouais. Bol a joué. Bol a joué ou il a... Oui. Ah mais non. En fait, ça doit être le garbage time, ça. 7 minutes 35, je pense. Ah oui, donc Osso Godaro n'a pas joué du tout. Il était en garbage time, Osso, ça veut dire. Et ouais, c'est surprenant pour le coup. Très surprenant. Ouais, mais par contre, à Cleveland, moi, vraiment, il revient de blessure, mais Max Strus, je trouve que c'est quand même... on n'en parle pas trop, mais je trouve ça tellement cool pour leur système, quoi. Il joue pas encore beaucoup. Il joue pas encore beaucoup. Des tonnes, ouais. Alors que là, vous voyez le fameux le système America's Play qui avait fait un peu le buzz, là, le podcast de Reddick et LeBron à l'époque. Il y a un an. Bref. Un système en ligne de fond là, pour un shooter. Mais non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est revenu, il revient de blessure, mais il n'a pas encore trop de minutes, pour le coup. Tu vois, 20 minutes encore là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était peut-être pas titulaire, alors que je m'attendais à ce que ce soit un peu un élément central, mais bon, on se presse pas, ça marche bien, on le réintègre petit à petit. Alors qu'il y a des nouveaux Bombsday, bonsoir à toi, installe-toi bien, j'espère que tu vas bien. Pas mal la fréquence des mids, oui, pour Phoenix, effectivement, c'est beaucoup de mi-distance. Donc voilà, on a même fait jouer Sam Merrill pour te dire, on a même fait jouer Ty Jerome 20 minutes aussi. Bref, donc victoire des Cavs. L'AFC, c'est le match que je pensais voir ce matin, je t'avoue. Et finalement, donc Boston 125 à 85. Donc il n'y a pas eu match du tout en fait. Alors si je crois que ça a duré une mi-temps, je crois que je suis allé un peu vite fait voir l'évolution du score. Ça a duré une mi-temps, après c'était mort. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire pour le coup. Peut-être c'est même plus intéressant d'aller voir les stats, mais même pas en fait. C'est rouste monumental. Ouais, je pense que là pour le coup le quatrième quart-temps a dû commencer encore plus tôt. Avec 12 minutes à jouer au moment du du garbage time, pardon. Mais non, c'est un peu décevant parce que c'est souvent des matchs cool, quoi. Même le premier de cette saison avait été assez cool, avec quelques ajustements, etc. C'était le début de saison un peu merveilleux, là, tu sais. Le tout début de saison merveilleux de Boston, là. De Golden State, pardon. Pas de Draymond Green, d'ailleurs, sur ce match-là. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu la stat. La déclaration de Steve Kerr qui dit mais quand Draymond Green joue pas, en fait on joue beaucoup plus comme une équipe classique, quoi. On joue des pick and roll classiques et c'est vrai. Est-ce que c'est bien? Bah non, parce que c'est un peu pour Steph, mais c'est toute la valeur de Draymond aussi, ce côté c'est un pivot, un intérieur mais qui peut porter la balle, et qui justement, et c'est aussi l'ingrédient secret de pourquoi est-ce que ça marche autant, quoi, le fond de jeu à Golden State. Donc voilà. Et puis voilà, et puis là quand tu regardes quand même le 5 majeur, je le trouve pas très bien comment dire, il me fait pas rêver, quoi. Denis Schroeder, du coup, avec Gary Payton, c'est quand même, et Trayce Jackson-Davis, c'est pas du super spacing. Non. En défense, t'es quand même très petit, même si Gary Payton peut jouer plus grand qu'il ne l'est. T'as pas Andrew Wiggins, t'as pas Draymond Green, pardon, pour être un peu le super héros défensif. Donc non, je trouve qu'il n'y a pas un super équilibre, quoi, là, dans ce que je vois, quoi. Je pense que, je pense pas, mais j'en sais rien de ce qui va se passer aux Warriors. Mais ce serait presque plus déprimant qu'il se passe rien, plutôt qu'on ait un peu le choc de waouh, Curry transféré, quoi, ou Curry demande son transfert ou un truc comme ça, quoi. La folie, c'est de ne rien faire et d'attendre un résultat différent, c'est ça? de faire toujours la même chose et d'attendre. Oui, pardon. D'attendre des résultats différents. Ouais. Les mêmes causes donnent les mêmes effets. C'est un peu l'idée, effectivement. Mais je sais pas quoi dire, mais de toute façon, on a bien compris que le propriétaire voudra pas trop bouger, en tout cas faire de gros changements. Mais bon. Bref, donc la rouste des Boston à Golden State est un peu décevante. Chicago, on peut se faire rapidement. Chicago qui a gagné contre les Clippers. On n'a pas trop besoin de parler beaucoup, surtout que les Clippers étaient en back-to-back, je crois. De tête, ils ont joué Lakers hier soir. Pas de Kawhi, je pense. Pas de Kawhi, évidemment, back-to-back. Défaite de calendrier, peut-être on peut dire, pour le coup. Ouais. James Harden, 17 points, 10 passes, voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent. Même Mubamba a joué 15 minutes, pour vous dire. Et c'est vrai que côté Bulls, juste Zach LaVine, qui continue de se montrer, 35 points. Voilà, alors Vucevic, non, mais Josh Giddey, 18 points, quasiment un triple-double, waouh!
Super. Matas Bouzelis qui joue toujours pas beaucoup. Peut-être un peu la déception. Talen Horton-Tucker, 22 minutes. Ah ouais, quand même. Donc voilà, Zach Lavine qui se monte contre des Clippers en back-to-back. On va dire une défaite de calendrier et pas d'inquiétude. Et donc, tu voulais aussi parler de Collier, c'est ça Utah qui perd contre les Pelicans. Et donc, on a Isaac Collier. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Et ben Collier, il a fait encore. Alors, j'ai pas regardé le match, hein, j'ai juste regardé un peu les clips à droite à gauche. Mais alors, c'est pas son match le plus impressionnant, je trouve. Mais moi, je trouve que son passing game, t'as potentiellement un super passeur avec Collier. Alors, son problème, c'est un peu le scoring et comment attaquer, comment réussir à attaquer le cercle. Mais je trouve que le passing, il y a des en drive and kick, il y a des passes de drive and kick qui sont vraiment très très impressionnantes. Et moi, j'aime beaucoup. Tout simplement. Je voulais pas forcément en parler. Non, mais après, moi, j'aime beaucoup lire. J'ai vu les assists ce matin. Il y en avait 11. J'ai cliqué dessus. Bon, il y a quand même pas mal. Oui. C'est un peu des assists de système jazz, quoi. C'est-à-dire, j'ai la balle, je fais la passe, et puis en fait, c'est le système de Utah avec un shooter en sortie d'écran ou un truc comme ça. Donc, il fait pas grand-chose, mais il y a quand même de vraies belles passes, hein, pour le coup. Mais Collier, on le rappelle, qui était vu comme le meilleur prospect du pays. Enfin, le meilleur lycéen, pardon, du pays il y a 2 ans, donc. Exactement. Qui était, alors j'ai pas les détails là, mais qui était premier chez Rivals ou premier chez ESPN, je sais plus. Non, qui était premier au RCSI, c'est-à-dire le mélange de tous ces classements. Ils font la pondération, ils prennent tous les classements en décides différents, ils font le consensus de tout ça, et donc effectivement il était premier, et après une mauvaise saison, il est tombé bas dans la draft, mais il y a quand même un vrai potentiel. Après, je crois qu'on avait parlé dans l'hebdo non l'an dernier, dans une hebdo. Ça me dit un truc. Tout à fait, j'en avais parlé. J'en avais parlé de Collier. Et pour l'instant, le scoring, je mets juste ça, vu qu'on n'a pas parlé encore de cette saison. 73 de True Shooting Plus. Donc, c'est-à-dire, on est à moins 27% relatif à la moyenne. C'est beaucoup. Voilà, pour vous dire, d'habitude, c'est entre moins 10 et plus 10, hein, grosso modo, qu'on a la majorité des joueurs NBA. Donc, quand on est à moins. Là, c'est un score de Killian Hayes, pour le coup. C'est un même peu pire inquiétant, que ça, je crois. Oui, pire. Oui, mais après, c'est pas inquiétant encore parce qu'on est à 20% à 3 points et qu'on n'a que joué que 30 matchs, quoi. Donc, donc voilà, ça joue aussi, pour un mec qui joue aussi peu, d'avoir pas mis ses tirs. Bon, c'est pas très grave. Et puis en plus, c'est un jeune porteur de balle. Les jeunes porteurs de balle, ça galère. Mais de vraies belles passes, pour le coup. Keyonte George, d'ailleurs, on n'a pas trop. J'ai pas trop regardé Keyonte George cette saison. Il a été pas mal blessé, je crois. Blessé. Donc, mais j'avoue que le Jazz, dans sa globalité. C'est compliqué. C'est dur de se motiver. À les regarder quand même si. Walker Kessler qui retrouve un peu de temps de jeu, d'ailleurs. L'un ou l'autre match qui peut être cool, Kessler, tu vois, 33 minutes, 27, 31, 30, 28, 26, 30, 37, 29, depuis quelques temps. Là, c'est vrai que cette saison, il joue pas mal. Autant l'an dernier, il avait été un peu relégué en mode 20 minutes par match, je joue pas tant que ça. Cette année, il joue, donc c'est bien. Alors peut-être qu'ils le font jouer pour l'échanger. J'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est probable. Cody Williams, qui lui continue un peu de galérer. J'avoue que je comprends pas trop, mais parce que j'ai pas trop regardé encore. Mais bon, après il est jeune, je crois, il est très très jeune, drafté à peine cette année dans la loterie. Mais je crois qu'il galère pas mal au niveau de tout, je crois. Pour le coup, je suis un peu moins surpris. Moi, c'est. Ouais. En fait, il a souvent été comparé à son frère, Jalen. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve que vraiment dans la fluidité avec et sans le ballon, en termes d'athlète, il est beaucoup plus rigide, il est beaucoup moins explosif et il a il a des moins longs bras aussi que son frère. En même temps, son frère a, je crois, plus de 2,20 m d'envergure. Ouais. Et il y a eu un peu ce truc de Yalchut. Ah, regardez, Yalchut à Colorado. Mais en fait, je crois que c'était sur 40 tirs. Il avait fait un 17 sur 40 sur la saison. Et en fait, moi, je trouve que le toucher de balle est là, mais comme dit, moi, je trouve que en fait, l'athlète n'est pas du tout aussi fluide que son frère, quoi. Et le toucher de balle, les 41% à 3 points, étaient pour moi un piège, quoi. Un piège dans lequel peut-être on est tombé dedans. Mais après, je trouve que il y a un profil quand même un peu 3&D connecteur avec des bons instincts pour le jeu qui est intéressant quand même. Mais j'étais un peu limite moins. T'es moins chaud que la moyenne, quoi.
moins chaud que la moyenne. Ouais, je sais qu'il était un peu annoncé même dans des top 5 et dessous. Et moi, un peu moins, quoi. Un peu moins, on va dire. CJ McCollum contre le Jazz qui nous a mis 45 points. Il fait une grande saison, mais alors 45 points contre le Jazz, ajusté pour inflation, c'est 22. 22 pour de la NBA. Donc 22 points de McCollum pour le coup. Alors qu'on nous dit dans le chat, pardon, j'ai loupé 2-3 messages. Salut Kamel, bienvenue. Kamel l'ancien, même si je sais que c'est pas ton prénom Kamel, tu nous l'as dit. Bienvenue Tien Noulave aussi, bon retour. JK aussi, et d'ailleurs JK nous dit Lavine, pourquoi pas aux Warriors. Alors le problème c'est que, c'est au niveau des contrats, je crois que ça impliquerait de mettre Wiggins un peu dans l'échange parce que Lavine est à 40 je crois, 40 millions, un truc comme ça. Donc il faudrait au moins les 26 de Wiggins, plus éventuellement genre les 9 ou les 10 de Kyle Anderson, plus les 9 ou 10 de Gary Payton. Enfin, tu peux arriver à bricoler comme ça, quoi, mais disons que ça peut être intéressant Lavine en plus, mais si c'est au prix de Wiggins, je sais pas. J'en sais rien. Alors que FD aussi est dans le chat. Salut FD. Red FD Philippe, bienvenue à toi. Toi qui étais là hier. Ref, comme arbitre ou pas? Je sais pas du tout. Ah, peut-être. Ou alors re-FD. Non, alors, connaissant FD, c'est peut-être que juste il avait déjà créé un compte et qu'il l'a perdu. Je crois qu'il a fait ça sur le Discord et que du coup, là, c'est le compte re-FD, tu vois. Il y avait un premier compte qui était FD Fali, je pense. Bien vu, Baptiste. Ah, ok. Bon, j'ai rien dit. Bref, donc, Knicks contre Atlanta. Tu as vu ce match. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Victoire des Knicks, 119-110. Tu avais l'air de nous indiquer tout à l'heure que c'était un très bon match de la part de New York. C'est un bon match, je trouve, dans l'approche tactique, notamment offensivement, où il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Notamment, la première, on va dire, c'est que ils ont enfin ciblé Trae Young en permanence sur chaque action, quasiment. Ouais. Notamment avec, on va dire, le post-up de Mikal Bridges, qui a été beaucoup utilisé, le post-up de même OG Anunoby sur une ou deux transitions où c'est un peu cross-matché et du coup il peut l'avoir, et vraiment ça l'a rendu un peu, pas injouable, mais un peu vraiment négatif défensivement, vraiment plus quoi, un peu toute la théorie qu'on peut avoir, où les Knicks l'ont vraiment énormément ciblé. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que même du coup ça a un peu créé des décalages, dans le sens où sur la deuxième mi-temps, les Hawks essayent un peu de faire des pré-switch ou des scram switch ou des choses comme ça, pour en gros le temps que la passe arrive, on change les match-ups. Sauf que du coup, à l'opposé, il y avait un joueur seul, et les Knicks l'ont pas mal exploité. Et du coup, tout est un peu parti du post-up, que ce soit du coup beaucoup Mikal Bridges. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un peu comment Brunson fait un match où le shot-making rentre. Le shot-making de Brunson est rentré, mais pour moi, c'est un peu... Le shot-making est là, ou alors les tirs sont rentrés. Ouais. Enfin, il est tard, pardon. Parce que si le shot-making rentre, il reste plus rien dans les mains, quoi. Oui, pardon. Le shot-making était là. Mais ce qui est intéressant, c'est sur un peu l'aspect de comment est-ce qu'on a fait pour lui libérer des tirs. C'est notamment, en fait, vu que Dyson Daniels ne switche pas, il y a plusieurs séquences où en fait on lui fait faire jouer une zoom action ou un stagger ou des choses comme ça, c'est-à-dire des actions en fait avec deux écrans. Et en fait, après par exemple, on va prendre une zoom action, donc il reçoit un premier écran puis un main à main, et en fait du coup il arrive dans le main à main avec déjà un premier décalage sur Dyson Daniels. Ouais, et donc il arrive lancé, donc avec un temps d'avance déjà un peu, quoi. C'est ça, et du coup ça l'a pas mal aidé sur l'une ou l'autre séquence, et ça a même, il y a une séquence dans le troisième quart-temps, si je ne dis pas de bêtises, où justement il a pu un peu en profiter pour, en fait ça a forcé le switch d'Atlanta, et donc lui il se retrouve avec Capella, parce que sinon Dyson Daniels est trop en retard, et du coup encore une fois je joue l'isolation et shot making, quoi. Et après il y a eu des séquences où une fois qu'il était en confiance, il a joué des séquences un peu plus classiques de pick and roll ou de choses comme ça. Et du coup, un autre truc que j'ai bien aimé, c'est Mikal Bridges aussi en post-up et parfois aussi en poseur d'écran. Ah voilà, celle-là, c'est celle que je vois, c'est celle-là. Là, on voit à l'écran la zoom action, donc on regardait.
On a Brunson qui démarre tout en bas, on a 2 écrans en haut, et zoom action c'est un écran et un dribble end-off, donc un écran plus ensuite un dribble end-off, un jeu de main à main pour venir chercher la balle. Et vous voyez qu'en effet, je le décris pour ceux qui sont en audio, mais Daniels forcément il doit traverser 2 écrans avant que Brunson ait la balle, donc il est un peu en retard, donc forcément Atlanta finit par switcher, et donc on a un peu sur un contre 1, et il le punit. Et tu as enchaîné aussi avec le côté les écrans de Michael Bridges, qui en fait, on le voit, je l'ai gardé là, je mets à l'écran. Ouais. En fait, il vient impliquer Trae Young dans l'action, et sauf que Atlanta switch pas, donc ça crée des décalages quand tu switches pas. Donc toi, soit tu avais de l'espace pour Brunson, soit pour Michael Bridges qui roule au panier, quoi. Exactement, et ça a été assez cool en fait à voir. Et le dernier truc que j'ai bien aimé aussi, c'est en fait les Knicks ont eu pas mal de cuts avec du coup Mikal, OG, Josh Hart, etc. Pas mal de cuts en fait où ils ont ciblé un peu plus off-ball des Krejci ou des DeAndre Hunter, où en fait c'était un peu les défenseurs du coup côté faible. Ouais. Et en fait ils se sont fait pas mal avoir dans le dos avec du coup des séquences où c'est un peu Towns qui est en poste haut ou des choses comme ça, et vraiment en fait, ou alors il y a par exemple un pick and roll sur un côté puis renversement de l'autre côté et directement on va couper dans le dos de la défense, et ça c'était assez intéressant. C'était assez intéressant de voir qu'ils ont pu aussi entre guillemets un peu cibler les défenseurs off-ball qui sont pas forcément toujours très performants à Atlanta, et Atlanta du coup qui a été aussi amené un peu avec Okongwu et Capella par séquence à switcher, et ça a été un peu la même chose que sur le Pistons Rockets, c'est que les Knicks ont vraiment du coup pu attaquer le rebond offensif aussi sur cet aspect, quoi, tout simplement. Donc j'ai trouvé un match donc les assez complet. Donc les Knicks, d'ailleurs les Knicks sont en back-to-back contre les Nets ce soir d'après ce que je vois. Donc où sont les stats, pardon, ici même, voilà, Atlanta contre New York. Ah ouais, c'était un duel de rebond offensif des deux côtés là. Les deux sont à plus de 40% de rebond offensif pour le coup. Et sur demi-terrain, ça a effectivement très bien fonctionné. Hein. Côté New York, ouais. Sur demi-terrain, ils ont pris 50% de rebond offensif. Donc c'est pas mal, on peut dire. Un tir sur deux. C'est pas trop mal, ouais. Ouais. Et alors j'ai vu aussi que c'était Okongwu qui était titulaire, alors c'est ça ? Non ? Ouais. C'était Okongwu qui était titulaire, et plus sur des schémas assez dynamiques de switch, quoi. Et c'était pas trop mal, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je préfère à notre ami Clint Capella qui, dès qu'il est rentré, il se fait pas mal cibler, en fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a des séquences d'ailleurs de switch un peu bizarres où en fait Towns se retrouve avec du coup un switch automatique par rapport entre Okongwu et un ailier, on va dire, et en fait il l'attaque pas parce qu'il a pas l'habitude, quoi, et ça a été assez particulier, mais Kat fait pas un super match. Après il y a une séquence le premier là du match où il fait un super drive sur justement un peu sur ce côté, en fait j'ai le corps suffisant pour me créer de l'espace face à Okongwu qui est un peu plus petit et sous-dimensionné. Mais non, ça a été un super match tactique. Offensivement en tout cas, et ce que j'ai bien aimé aussi défensivement, c'est qu'ils ont créé beaucoup de pertes de balles, mais surtout ils ont un peu varié les couvertures avec Thibodeau. Alors plus on va dire ponctuellement que sur des longues séquences, mais j'ai notamment une perte de balles de Trae Young en tête où en fait sur tout le début sur les 3 dernières minutes, Tan est en drop, et d'un coup sur un pick and roll, boum, on le fait monter sur une trappe, et ça surprend complètement Trae Young qui perd la balle, quoi. Donc 9 turnovers pour Trae Young sur ce match-là, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et oui, il a pas mal vendangé, j'ai envie de dire. Ouais. Mais les Knicks ont été franchement aussi un plutôt bon match défensif, très actif sur les lignes de passe, etc. Des meilleures rotations, et même Towns a fait je trouve, plutôt bon match. Alors pas forcément sur le pick and roll, mais dans les rotations, il contre une fois Trae Young, il fait une bonne rotation au panier, et il fait aussi du coup le blitz surprise un peu dont je parlais. Ouais. Et non, il y a eu vraiment plutôt des bonnes choses. Alors c'est vrai que je retiendrai plutôt l'aspect offensif parce que c'était un peu là que galérait New York face à la défense d'Atlanta, paradoxalement.
Mais non, c'était assez cool. C'était assez cool de la part des Knicks. Je crois qu'on le Et voit à là, ouais, l'image, le beat surprise, hein, c'est ça? c'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les possessions d'avant, il est en drop. Et donc, Trey s'attend un peu face à pouvoir être libre. Et d'un coup, Towns, il se met bien sur la ligne de drive et perd de balle, quoi. Et perd de balle. Mais alors ma question c'est comment ça se fait que... Ou alors est-ce que Trae Young a fait un bon match ou pas? Parce qu'on sait que justement quand il a affaire à un défenseur qui va faire un drop, bah, il y a cet espace qui est laissé, donc drop c'est resté bas, le défenseur qui reste bas, et lui pour punir un peu en mode soit flotteur, soit pull-up à 3 points, il est bon. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match-là alors? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de shot-making à 3 points de Trae Young sur le... sur le début du match, pardon, et après en fait, je trouve il a eu des tirs plutôt ouverts face au drop, mais il n'a pas toujours été ultra en réussite, je trouve, et les Knicks ont aussi pas mal sur les écrans un peu plus petits, ils les ont pas mal switchés en fait, et du coup, je dirais que c'est un mélange de plusieurs choses. Voilà, là, tu vois, c'est plutôt un tir que Trae Young a l'habitude de mettre, et là, il le rate. C'est un flotteur, en fait, où Towns est en drop, hein, Ouais. concrètement. Et oui, et les Knicks ont même pas hésité à switcher Brunson pas mal sur lui. Ça l'a aussi un peu coupé des pick and roll qui n'étaient pas avec le poste 5. Et ça a été assez intéressant, ouais. Et là, ouais, Ok. il fait une plutôt bonne rotation, même si c'est pas la plus impressionnante de Towns, mais ouais. Ouais. Est-ce que c'était peut-être est-ce que c'est momentané ou pas ce côté titularisation de Okongwu ou est-ce que c'est là pour durer ou pas parce que tu vois on pourrait se dire il y a un côté où peut-être Okongwu shoot un peu mieux dans le périmètre donc on va tenter un peu ça pour ce côté justement Towns il peut pas avoir il faut qu'il reste un peu sur Okongwu plutôt que venir aider au panier quoi j'en sais rien mais je sais pas trop quel est un peu le statut de ce changement de titulaire côté Atlanta. Ouais, moi non plus. Je sais pas si c'était une question de match-up ou si c'était régulier. Après, j'aurais peut-être tendance à dire que vu les récentes bonnes performances, il avait fait quand même une super semaine, pardon. C'est peut-être vraiment une tendance de on va vraiment l'installer dans le 5 majeur, quoi. C'est un peu l'impression que j'ai, étant donné les formes actuelles des deux intérieurs d'Atlanta, quoi. Bah après, ça me choquerait pas qu'il y ait un peu un changement long terme. Genre, on fait passer le plus jeune, le plus jeune sur titulaire, quoi, plutôt que Capella, qui est plus aussi bon que ce qu'il pouvait être, etc. Quoi. Mais ouais, peut-être à suivre. Et donc, il a fait quoi d'ailleurs, lui, au Congo comme match? J'essaie de regarder. 7 sur 10 au niveau du tir. Pas mal de rebonds offensifs. Ouais, Ouais, comme dit, ça a été un 5. match où il y a eu pas mal de rebonds offensifs des deux côtés. Je crois qu'ils font aussi 40%. Il fait aussi 40%, nos amis d'Atlanta, pardon. Mais ouais, c'est vrai que dès qu'on a essayé un peu plus de monter Karl Anthony Towns plus au niveau de l'écran, au Congo, il y a eu un peu soit des écrans glissés, un peu ce qu'on avait déjà parlé contre Phoenix, mais soit des écrans glissés, soit juste en fait, Trae Young il prend le shoot et je suis ouvert au rebond derrière, quoi. Je suis ouvert au rebond derrière. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des petites séquences où on essaye de le mettre plus dans le corner ou dans le 5 slot et donc dans l'aile pour créer du spacing. Il n'a pas forcément été ultra respecté non plus, quoi. Oui, parce qu'il a un peu un début de jump shot, mais il n'a pas non plus un vrai jump shot, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, mais après, c'est vrai qu'il est aussi. Je pense qu'à ce stade-là, il est peut-être un peu plus dynamique aussi que Capella qui commence un peu à vieillir. On connaît des problèmes de santé un peu déclinants, etc. Donc il a plus le même pop qu'avant, on va dire. Au Congo, ça va pas être de la verticalité en mode explosivité, le roll au panier à la DeAndre Jordan. Mais c'est vrai que tu vois, si on se remet un peu les vidéos, là, je vais peut-être les remettre. Mais je trouve que ça bouge bien, quoi. Tu vois, c'est pas une explosivité en mode aérienne, on va dire. Mais ça coupe de manière vive. Il y a de très très longs bras aussi qui font que autour du panier, il y a un peu ce catch and finish plus facile. Mais ouais, je trouve que en ce sens, ça peut aussi ça peut faire sens justement, pardon, de l'imaginer un peu titulaire dedans. Après, la question ce sera la défense pour moi, toujours un peu avec Okongwu parce que offensivement, on sait qu'il n'y a pas trop photo en termes de toucher de balle entre lui et Capella, en termes même de capacité un peu à faire des jeux de main à main pour le coup, un peu de passing, etc. que ne peut pas faire du tout Capella. Donc ouais, c'est la question de la défense finalement. Et alors que je ne résiste pas, alors que vous voyez à l'écran la défense de Towns qui switch sur Trae Young,
qui défend, isolation, dans le périmètre, il conteste le 3 points. Moi, ça m'a rappelé un truc. Ouais. Ça m'a rappelé un truc. Oula. Voilà, je le mets à l'écran, la fameuse défense de Karl Anthony Towns sur Stephen Curry lorsqu'il était rookie. La défense de Towns, incroyable. Tu t'avais connu ou pas, toi, cette époque? Bah oui, bien sûr. Bah, je sais Tu que. suivais Jalen B, on est d'accord? Oui, quand même. Ah, J'avais. Je suivais. Et d'ailleurs, Towns, pour moi, alors peut-être que je me trompe, mais était arrivé un peu avec des comparaisons de Tim Duncan, et notamment parce qu'il y avait aussi un peu l'aspect défensif, quoi. Ah, bah, c'était un prospect défensif, mais avec un côté potentiel offensif, évidemment, mais c'est vrai, c'était surtout un défenseur à Kentucky. Même si, même à Kentucky, il y avait un côté sur des scouting reports un peu avancés, à Draft Express et tout, on disait, bah, tiens, regardez, au niveau des pieds, parfois ça peut s'en mêler les pinceaux, des trucs comme ça. Mais non, mais pourquoi est-ce que je parle de cette action marquante? C'est que c'est vraiment, alors non seulement elle est poétique par rapport à ce qui se passera quelques mois plus tard dans les finales 2016, avec un autre intérieur des Wolves, qui va être Kevin Love, qui va faire cette même défense au même endroit du terrain. Mais non, mais c'est l'isolation sur Stephen Curry défensif qui avait été vraiment... c'était pas que ça, je veux dire, toute la saison est bonne, mais ça avait été un peu le waouh, en fait ça va être un méga défenseur, quoi, Towns, pour le coup. Et c'est vrai qu'on parfois on est un peu sévère avec lui, et il fait beaucoup de fautes, et il fait beaucoup d'erreurs aussi, pas que des fautes faute je te touche le bras, quoi, je veux dire, mais voilà, il y a parfois aussi, sur ce match-là, on a vu des highlights, là, tu vois, il fait des rotations de deuxième rideau, en switch, c'est pas si cata que ça, il peut faire un peu de blitz parfois. Je trouve qu'il faut aussi calibrer de à quel point est-ce que... Enfin, oui, il se fait cibler, oui, il est pas excellent, mais il est peut-être pas non plus cata comme certains, je pense. Oui, il peut se faire cibler, mais on n'est pas non plus au niveau 0 ou moins 30, quoi, je trouve, avec Towns. Non, bah, c'est clair. Après, c'est vrai que... Et en parlant de ça, il y a... Alors, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a du coup aussi une séquence où il a switché sur Trae Young dans le quatrième quart-temps Ouais. Alors je sais pas si ça finit par, je crois que ça finit par soit les 24 secondes, soit un marché de Trae Young ou une reprise de dribble. Et du coup, et tout le Garden était debout parce que c'était un peu le moment, voilà. Mais il avait aussi super bien switché à ce moment-là sur Trae Young. Et c'est vrai que, bah, en fait, c'est un peu dur de se placer avec ça parce que moi, je trouve que c'est sûr que sur du poste 5, un peu c'est un peu la même chose que Alperen Sengun pour moi. Enfin, pas tout à fait, mais dans le sens où pourquoi est-ce qu'Alperen Sengun est devenu presque positif défensivement? C'est parce qu'il défend plus aucun pivot, quoi. Il défend plus aucun pivot et bah, du coup, en fait, il défend plus aucun plus aucun pick and roll, ou alors les pick and roll qu'il défend, c'est des pick and roll où c'est pas forcément l'intérieur qui glisse l'écran et qui va être une menace de lob, quoi. Donc, je me dis, je sais pas trop, mais pour moi, Towns, sa valeur, c'est aussi peut-être sur des profils avec soit un intérieur comme Gobert, évidemment, enfin comme Gobert il a eu l'an passé, où là-dessus, bah, on se a vu que défensivement, au final, ça posait pas trop de problèmes parce que tu peux plus le faire switcher, etc. Soit essayer un peu de jouer avec ce jeu sur qui il défend, quoi. Et c'est vrai que je crois que t'en avais parlé, je sais pas si c'était avec moi ou dans l'hebdo ou dans une quotidienne, mais c'est vrai on le voit jamais, quoi. On le voit jamais, et c'est un peu frustrant. Disons qu'on le voit toujours sur des pivots cette saison, quoi. Alors qu'on s'attendait un peu plus avec OG qui prend le pivot et puis Kat qui est un peu tranquille, quoi. Et ça on le voit pas trop, ouais. On le voit pas trop. Bah, d'ailleurs c'est le match contre OKC, on en a parlé avec FD qui est dans le chat, mais il y a ce truc où finalement OKC se fait plaisir, quoi. Et OKC était en mode playoff, quoi. C'est-à-dire telle possession on va cibler Kat qui défend le pivot, et telle position on va cibler Brunson, quoi. Et donc il y a un peu ce côté, voilà, c'est aucun des deux n'est catastrophique, mais c'est vrai qu'avoir deux maillons faibles et deux mecs ciblables, en tout cas, bah alors c'est sévère, hein, mais c'est ça le très très haut niveau, quoi. C'est que tu peux pas trop te permettre d'avoir des maillons faibles. Et alors qu'on dit bienvenue, Nino Bourbaki, salut à toi. Il nous dit salut les gars, première fois ici, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait comme moi quelqu'un qui tenait Rajon Rondo pour le meilleur meneur de l'histoire. Effectivement, c'est pas Baptiste, c'est moi. C'est moi. Ma Madeleine de Proust, Rajon Rondo. Effectivement. Bienvenue, installe-toi, j'espère que tu vas bien. Et Népal aussi, bonsoir. Tu arrives bientôt, alors non, pas de suite pour le jeu. Est-ce que tu as des choses à dire sur ce match? Pardon, j'arrive plus à articuler déjà. Est-ce qu'on a tout dit sur ce match ou pas, Baptiste? Oui, globalement, comme dit, je trouve aussi intéressant
ce truc de, on a vu beaucoup de cuts d'Enix, je sais pas si je l'ai dit, mais beaucoup de cuts Si, oui, tu l'as dit, ouais. dans le dos des défenseurs Krishki et Hunter notamment. C'était assez intéressant parce qu'on le voit pas toujours, donc ça c'était assez cool. Et je voulais dire aussi quelque chose sur Towns, mais je ne sais plus. Oui, c'est même sur les séquences où un peu à 2 big avec Achua, où là la théorie c'est un peu c'est Achua qui va prendre le big et du coup Towns est un peu plus tranquille. Ouais. Et c'était quand même Towns qui était sur Capella ou Kongu, quoi. Donc ça c'est un peu frustrant, quoi. Un peu frustrant. Enfin, pas après, frustrant, mais... Chua, pour Thibodeau, c'est un poste 3, quoi. C'est un mec qui switch. Enfin, même pas que pour Thibodeau, c'est un mec extrêmement mobile, quoi. Oui. Et bon, on va pas refaire le cas à Chua, mais c'est un mec qui était petit, qui a grandi d'un coup, et donc il a... Pour ça aussi qu'il a gardé certaines qualités, notamment athlétiques, de fluidité avec la taille, c'est resté, donc c'est un athlète formidable. Mais c'est pas un vrai pivot, quoi. Enfin, défensivement, c'est pas un intérieur tant que ça, quoi. Tu vois, c'est des schémas en switch all, mais il y a pas trop de rebond, il y a pas trop de protection de panier, et voilà. Mais moi j'aime bien, hein. Mais voilà, ça, tu vois, ça me surprend pas quand tu me dis ça, quoi. Pour le coup. Oui. Et juste ça. sur le match contre OKC, non mais le match contre OKC, c'est là où c'était un peu, ironique, je sais pas, mais c'est que de l'autre côté, OKC avait justement mis Hartenstein en rover, quoi. Et ça avait été pas mal aussi la clé, mais vous en avez parlé, j'imagine, avec FD. Et c'était un peu le contraste entre les deux était assez frappant, je trouve, ouais. Assez frappant. Effectivement. On a une bonne heure d'émission. On va se faire l'autre match qu'on voulait aborder un peu en détail. C'était le Minnesota contre Memphis. Victoire de Memphis 108-106. Est-ce que tu as vu passer la stat débile du jour ou pas sur ce match? Laquelle? Je vois plein de stats débiles passer. La stat débile en mode Anthony Edwards est le premier joueur de l'histoire ou je sais pas quoi à être à 0 sur 12 au niveau des game winners pour passer devant, au niveau des tirs tentés en fin de match. Et bon, celle-là je ne l'ai pas vue. Débile, j'exagère peut-être un peu, mais bon, c'est pas très significatif, quoi. Pour le coup, je sais que c'est parfois un peu glorifié cet aspect-là de fin de match, mais voilà. Bon, grosso modo, c'est un match très très serré. Si je ne dis pas de bêtises, je sais pas si FD est encore là ou est-ce qu'il s'est endormi. On avait parlé avec FD. Je crois qu'on avait parlé 2 fois en plus. On avait parlé sur l'hebdo et en plus sur la quotidienne du lundi. On avait remis une couche parce que le match était hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je te disais en antenne là, tout à l'heure avant qu'on commence. En fait, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'en fait, je l'avais déjà vu le match, mais parce qu'on a eu un peu, tactiquement, on a eu un peu la même chose que ce qu'on a eu il y a 10 jours, quoi, 10 jours ou 2 semaines. Et après, ça restait néanmoins très très intéressant. Mais c'est marrant comme quoi on a eu un peu la même chose. Et ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, je crois que c'est Minnesota qui a gagné de peu, si je me trompe pas. Donc voilà, on joue à une possession près. Il y a eu des trucs un peu bizarres en fin de match, du genre rebond offensif et 3 points, ou du genre des pertes de balles. Et t'as un Jaren Jackson qui récupère un ballon sous le panier sur une remise en jeu, ligne de fond, et puis qui fait un panier avec la faute. Enfin voilà, fin de match est un peu disputé. Mais tu vois, c'est ce que je trouve hyper intéressant. Alors j'ai pas pu, j'ai découpé le match, mais j'ai pas pu trier encore, donc je sais pas à quel point je pourrais vous montrer. Mais au niveau de Edwards, notamment, on a eu un peu la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire beaucoup d'actions pour le mettre en mouvement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il était défendu par Jalen Wells, pour le coup. Donc, tu vois, je mets un peu pause ici. Il est défendu par Jalen Wells, qui est plutôt petit, bon navigateur d'écran. Mais l'idée, c'était, on l'avait détaillé avec FD il y a 10 jours ou 2 semaines, c'est un peu ce qu'on appelle des zipper action. Donc juste, t'es en bas, grosso modo, t'es ligne de fond, et on te fait remonter pour avoir la balle, quoi. Zipper action, avant d'enchaîner sur pick and roll, sur isolation, sur n'importe quoi. En gros, essayer de le mettre en mouvement, quoi. Et on le voit un peu à l'image là, je le décris pour ceux qui sont en podcast, mais il y a ce côté où en fait c'est des vrais jeux en sortie d'écran. C'est juste qu'à la fin, il prend pas le shoot comme Duncan Robinson, par exemple, mais il enchaîne, il a ce premier décalage et donc ce premier avantage, ce premier avantage où Wells est un chouïa en retard parce qu'il doit traverser un premier écran, ou Scottie Pippen Jr. aussi, et finalement il peut attaquer comme ça, quoi. Et c'était déjà le cas la dernière fois, et là c'est pareil, et je trouve ça bien parce que ça le met en mouvement en fait. Ça le met en mouvement et c'est assez intéressant. Donc on a eu ça de nouveau avec Edwards qui fait encore, je trouve, un très bon match, et pour 2 éléments que sont ce scoring là, que sont aussi le fait qu'il a ciblé pas mal en post-up aussi, justement, Jalen Wells, qui est un très bon navigateur d'écran, mais qui n'a pas du tout sa carrure, qui n'a pas du tout sa taille, donc il a pu un peu le cibler en post-up, mais non, mais en fait, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le passing, quoi. Et là, pour le coup, alors qu'à l'écran, on voit encore et toujours des sorties d'écran pour Edwards, pour se défaire de Jalen Wells, mais au niveau du passing, c'est vrai que si on regarde le box score,
il est à 3 assists. Eh bien, ça ne raconte absolument pas toute l'histoire de ce match. Je vais essayer d'en retrouver alors que je n'ai pas du tout trié mes actions. Mais grosso modo, tu avais un peu cet aspect de, en fait, Memphis a fait des edges sur lui. Là, j'en ai une très belle. C'est-à-dire que sur le pick and roll de Edwards, en fait, le big, l'intérieur de Memphis montait. Et il montait au niveau de l'écran pour, grosso modo, faire ce genre de 2 contre 1 sur le ballon. Voilà. Comme ça, en fait, Edwards ne peut pas enchaîner. Il ne peut pas enchaîner en mode nord-sud pour driver jusqu'au panier. Il n'y a pas l'espace là en sortie de l'écran, enchaîner et prendre de la vitesse et aller au panier, ce qui est un peu son fort, là, le côté drive. Et il n'y a pas non plus l'espace pour le pull-up à 2 points. Et en plus, à 3 points ou à 2 points, n'importe, mais le pull-up, il n'y a pas cet espace-là parce qu'il y a un 2 contre 1. Et en plus, il y a aussi un aspect de... On va un peu miser sur le fait que c'est un bon passeur, c'est un passeur très en progrès, mais qui n'est pas un passeur parfait. Et tu vois, ça fait 2 matchs que, pour le coup, je trouve qu'il est excellentissime. On l'avait beaucoup détaillé sur le match il y a 10 jours ou 2 semaines, là, je sais plus. Mais en fait, elle est impressionnante, là, celle que tu mets. Exactement. Alors, je suis tombé sur la bonne directement, pour le coup. Mais non, mais vraiment, en plus, on sait que Memphis, c'est pas une équipe qui fait des edges ou qui fait des prises à 2 sur pick and roll défensivement beaucoup. C'est pas trop leur identité défensive. Et pourtant, ça fait 2 matchs qu'ils le font contre Edwards. Et Edwards est fabuleux, quoi, là-dessus. Alors, fabuleux. Il y a 2-3 actions où je me dis ah mince, là il a manqué un truc, mais en vrai je trouve qu'en termes de création de décalage il a été génialissime là-dessus. Et c'est un peu dommage si on regarde que le box score et on voit 3 assists, ouais bon ok, banal quoi. Et en fait non, on a fait des edges encore et encore sur les bigs de Memphis qui sont montés au niveau de l'écran, qui ont fait des prises à 2. Et en fait lui il a très très bien ressorti, il a fait des bonnes lectures. Et puis excellent match aussi comme la dernière fois de Gobert au passing. Là on voit une action où Edwards sait qu'il va y avoir un edge, il est prêt, il passe par-dessus parce qu'il a la taille, voilà, il passe par-dessus Zakidi, quoi, tu vois, il est totalement prêt, l'angle de passe est parfait, c'est vraiment assez génial. Mais il y a aussi des fois où Gobert ne va pas au dunk parce que le dunk est pas disponible. Il y a aussi des fois où il y a quelqu'un devant lui, quoi, après qu'il ait reçu la passe. Et donc Gobert, je vais essayer d'aller en chercher aussi peut-être au niveau de l'image, mais on a ce côté aussi où Gobert a été excellent sur ce qu'on appelle le short roll en termes de passing. Alors là encore, que 2 assists au niveau du box score, mais je crois qu'il y en a 5 ou 6 dans le match où finalement il fait l'extra passe, la bonne lecture, etc. Donc ouais, franchement, excellent match des Wolves, hein, pour le coup, de ce point de vue-là. Et je pense aussi que, enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais non seulement il y a un peu ce côté, on va parier sur le passing, ou plutôt le non-passing d'Edwards, en un sens, mais c'est pas que ça, parce que je pense que c'est aussi le fait de se dire, on va miser sur le non-spacing des Wolves. Et de ce côté, ok, il peut passer par-dessus, mais nous, on va venir compenser, quoi. Et on va faire la rotation sur Gobert, et même si Gobert fait la bonne passe sur short roll, il n'y aura pas forcément le tir, quoi. C'est ça ? C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que ok, on est 2 sur le ballon et il peut faire la passe, mais tu vois, directement là, j'en ai trouvé une assez bien. Edwards fait la passe par-dessus sur le 2 contre 1, ok, il la donne à Gobert, mais sauf que Gobert il est pas ouvert parce qu'on a une ligne de 3 qui se met devant lui, parce qu'en fait on abandonne les shooters. On craint pas du tout les shooters des Wolves. Alors je tombe sur la seule action, effectivement, où Gobert fait une mauvaise passe sur le short roll. Mais non, mais je pense que c'est un peu ça l'idée de ces edges, c'est ce côté miser aussi sur ce spacing, ou plutôt ce manque de spacing des Wolves, en disant on met de la pression sur le ballon, mais on est capable de compenser derrière parce que on respectait pas les shooters à 3 points. Et d'ailleurs là on voit à l'image. Donc cette fois, en plus Edwards arrive à s'extirper du 2 contre 1, il drive autour de Jaren Jackson, donc il arrive à battre la prise à 2, même pas sur la passe, mais en contournant le 2 contre 1. Et sauf qu'il va dans la raquette est bouchée. Il y a Ja Morant qui l'attend sous le panier, il y a Brandon Clark qui abandonne totalement en Nasri dans le corner, et de l'autre côté aussi on a Luke Kennard qui vient depuis le côté fort là, faire pareil, boucher l'espace. Voilà, je pense que c'est aussi un côté pour Memphis de tester le spacing, ou plutôt le non-spacing des Wolves en un sens, quoi. Ouais, concrètement, c'est aussi pour ça. Enfin, c'est ça qui avait expliqué un peu la déclat d'Anthony Edwards, quoi. C'est pour ça qu'il se fait aussi beaucoup edge, ou enfin edger, trapper, blitzer, prendre à 2 sur le pick and roll, quoi. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément de spacing, et juste Randle n'aide pas en ce sens, malheureusement, quoi. Malheureusement. Alors après, en deuxième mi-temps... excuse-moi, vas-y. Non, mais je crois que la théorie, en tout cas la théorie du profil, j'en avais un peu parlé, mais la draft de Rob Dillingham, c'est aussi parce que c'est un peu ce truc de il a le shoot, donc tu peux le placer pas loin, et en plus si jamais Anthony Edwards lui donne à lui le ballon
en troisième homme un peu du pick and roll, ou en tout cas à l'angle pour lui faire, et ben lui, il peut être capable d'exploiter le 4 contre 3, et du coup là je vois qu'il est un peu joué, donc est-ce que ça a été pour ça? Est-ce que ça a été plus pour créer quand il n'y a pas Edwards? Je suis curieux. Bah, je pense qu'il a aussi joué parce que on peut parler vite fait hein, de Dillingham. Bon, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Enfin, il fait un bon match, hein, mais il joue aussi parce que DiVincenzo est blessé. Hein, Oui. pour moi, il y a une place dans la rotation et Mike Conley, ça commence à être vu et compliqué hein, assez nettement. Donc, tu vois, on aurait pu s'attendre à ce que ah tiens, Mike Conley, pardon, DiVincenzo est blessé, Mike Conley retrouve le 5 de départ. Allez, on enchaîne les fameuses actions à deux avec Gobert qui marchait bien, avec le fameux passing par-dessus pour les lobes de Gobert où il y a le bon timing entre les deux, les automatismes, etc. On n'a pas trop vu ça, quoi, pour le coup, et même offensivement, il y a plus trop de tirs qui rentrent. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté-là de, bah, il y avait une place à prendre dans la rotation, il l'a pris, et effectivement, il fait un bon match, hein, mince, j'ai oublié que j'ai pas les bons contrôles, le voici. Il met des pull-ups à 3 points, il met contre le drop, il met des 3 points en catch and shoot aussi, il a fait 2-3 bonnes actions. Non, franchement, il fait un bon match, hein, il fait un bon match, et comme tu dis, c'est un peu la théorie de ce côté, voilà, on va mettre un long terme en tout cas, c'est cette idée de remplacer un peu Mike Conley, c'est-à-dire Edwards va toujours être un peu le scoreur principal qui n'est pas que scoring, il est assez polyvalent comme on a vu en termes de passes hein. C'est pas je sais pas moi, c'est pas James Harden de la grande époque mais c'est pas non plus Jalen Brown quoi, justement. donc il y avait un peu de ça mais oui, le plan c'est Dillingham peut tout faire quoi, peut un peu passer, peut un peu créer le chaos, peut un peu shooter, donc l'association long terme peut être là, mais le problème c'est qu'on n'est pas encore long terme quoi, pour le coup. Je pense que c'est ça un peu le raisonnement de Chris Finch à mon avis, de se dire Okay. voilà, pour l'instant il est pas encore prêt. Enfin je sais pas de toi comment tu vis un peu cette première partie de saison, toi qui l'aimais beaucoup Dillingham avant la draft, comment tu juges un peu sa première moitié de rookie? Ouais, bon, après, l'aimer beaucoup. Je le trouve assez fun à voir, en fait. Oui, c'est ça, c'est un Mais, feu follet quoi. c'est ça. Mais après, c'est sûr que, enfin, pour moi, il y a aussi le côté défensif qui fait un peu peur, quoi, avec lui. Ouais. Un peu ça, mais ouais, bon. Mais je sais pas, moi, je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'il ne joue pas forcément. C'est parce que les quelques fois où il a joué, il se fait cibler presque instantanément, quoi, en défense. Ouais. Et du coup, ça peut faire un peu peur, mais la théorie de l'attaque est assez cool, et pour le coup, ça, je pense que ça peut marcher à terme avec lui, quoi. Ça peut marcher à terme avec lui. D'ailleurs, ça Mais me tu fait vois, penser à. Vas-y, pardon. non, j'allais juste dire que sur ce match, je pense qu'il a bouffé un peu de minutes à nickel Alexander Walker, quoi, pour le coup. Parce que sans DiVincenzo, je pense que Alexander Walker aurait pu beaucoup jouer. Et au final, on avait aussi besoin de la création de Dillingham un peu, surtout que Randle, on n'a pas encore parlé, mais il était pas non plus dans un grand match en termes de création, donc ouais. Oula, oui, 2 sur 13. Ouais. 0 sur 7 à 3 points. En effet, mais oui, je te laisse en parler alors de Julius Randle, de mon bien aimé Randle Julius fait Randle. pas un bon match, hein, pas un bon match du tout, mais non, mais juste pour revenir sur Edwards, là je vous mets un peu à l'écran Oui. si vous voulez, un peu ce côté jeu en sortie d'écran, et vous voyez que directement, il y a un écart, déjà quand il attrape la balle, on n'est pas sur du jeu statique, et Jalen Noel c'est un peu en retard, donc voilà pour un autre exemple, et en plus, autre exemple vous voyez, de ce côté spacing qui est pas là. Alors heureusement, Edwards, ça reste Edwards, donc il peut aller au panier, bully, prendre le contact, etc., et donc il y a faute, mais il s'en sort bien quand même avec la faute, parce qu'il y a littéralement 4 joueurs autour de lui, quoi. Donc ce côté spacing était pas top, et c'est vrai que il s'en sortait bien, il s'en sortait très très bien, encore une fois, hein, ne regardez pas les stats de box score pour le passing, mais les Wolves ont un peu tenté d'autres trucs pour ne pas le laisser s'enfermer sur des edges. Déjà, les pick and roll entre petits, où soit il y a un switch et donc il peut attaquer un mismatch, comme ici, Kennard switch sur lui, donc il attaque. Il y a une net qui vient en deuxième rideau, mais c'est pas grave. Driving kick, magnifique pour un 3 points dans le corner de McDaniels. Ok. Soit il y a switch pas, et donc il y a une passe, il peut faire une passe par-dessus parce que ça switch pas, le pick and roll entre les deux petits. Enfin bref. Et puis il y a d'autres trucs qui ont été testés aussi. Là on voit une zoom action, donc un écran plus un dribble end-off, il remonte depuis le corner jusque tout en haut sur le terrain. Il le prend, et là encore ça lui permet déjà d'être en mouvement et que la géométrie du terrain soit un peu différente. Et là on voit qu'en plus il arrive à totalement fendre le pick and roll, en tout cas la défense en deux. Il passe entre les défenseurs après sa zoom action en arrivant déjà lancé. Il va jusqu'au panier, je crois qu'il manque le layup malheureusement. Il y a aussi des actions, je vais essayer de les retrouver parce que malheureusement, comme dit, j'ai pas pu trier un peu les clips.
On est là. J'ai beaucoup aimé, c'était ce côté où on fait des double drag. Donc pick and roll à 2 écrans. Donc vous voyez que c'est Dillingham qui prend le balle en main, et 2 écrans, un de Gobert, et le premier écran, il est de Edwards. Et en fait, c'est juste pour créer une situation où il va être, non pas en tant que porteur de balle, il doit affronter un 2 contre 1, mais lui donner une situation un peu facile. Et donc là, en l'occurrence, ce que fait Memphis, ça va switcher. En tout cas, il y a un peu de panique là-dedans sur ce côté double écran. Et on se retrouve avec, en fait, Dillingham qui libère la balle après le premier écran, et de facto, switch. Et c'est Jaren Jackson qui est un peu obligé de venir accourir sur Edwards. Et tu vois, ça fait vraiment une isolation, une vraie isolation, et une vraie ligne de drive assez nette pour Edwards, et un vrai attaquer en mouvement. Aussi, quoi. Et un vrai mismatch, du coup, ouais. Mais tu vois, c'est encore des façons de le faire attaquer en dehors de ce fameux 2 contre 1 là, où il est obligé d'affronter les edges. On fait des actions, donc avec ce double drag, avec des petites actions comme ça, où on te fait arriver lancer, et comme ça tu peux attaquer différemment, quoi. T'as plus d'espace, ou alors t'as plus de temps, t'as un autre mismatch. C'était pas mal de trucs assez intéressants. Donc je regarde un peu mes notes, mais qu'est-ce que j'ai oublié, je ne sais pas trop. Non, oui, le côté short roll de Gobert, on en a parlé. Donc voilà, l'aspect de l'attaque de Minnesota, c'était pas mal. Alors en début de match, ils ont voulu un peu cibler Zakidi sur des pick and roll 4-5, donc avec Randle et Gobert. Bon, ça marchait pas trop, donc ils ont vite arrêté. Zakidi, qu'est-ce que je vais regarder un peu le minutage. J'ai pas noté, mais je crois qu'il a pas joué tant que ça non plus sur ce match-là. Voilà, 18 minutes. Il a un peu aidé parce que quand il pouvait être mis sur un mec qui shootait pas sur ce match-là, donc il a un peu pu aider au panier, et puis il a aussi aidé au niveau du rebond offensif. Et oui, autre point que j'avais, on bascule de l'autre côté cette fois, c'est on parle beaucoup de cette attaque de Memphis sans écran, qui est que du mouvement, qui est que de la bonne occupation du terrain, et avec les bons cuts aux bons endroits. Le read and react à son paroxysme, quoi. C'est ça, c'est un peu cette idée qu'on ne fait pas forcément un écran, c'est juste que le mec sur l'aile il descend dans le corner, le mec dans le corner il descend dans le dunker spot, etc. Un peu ce côté, comme Draymond l'avait appelé, la circle offense, l'attaque en cercle grosso modo. Mais c'est vrai que il faut quand même préciser que, ok, on a ça, on a aussi le fait que Jaren Jackson et Ja Morant et Desmond Bane d'ailleurs sont mis dans des très bonnes conditions pour faire de l'isolation, donc ça c'est aussi un moyen, c'est que on espace au maximum le terrain et on le laisse attaquer un contre un, ok, mais il y a quand même un truc à dire, c'est que dès qu'il y a Ja Morant sur le terrain, plutôt l'inverse, dès qu'on a Zakidi sur le terrain, on essaie qu'il y ait Ja Morant aussi, et finalement cette attaque sans écran, c'est un peu le plan A, mais il y a quand même un plan B, et le plan B c'est que Ja Morant c'est quand même le mec parmi tout ça qui prend le plus d'écran, et c'est vrai que quand t'as Zakidi sur le terrain, d'ailleurs on le voit à l'écran là, j'ai mis une image, Zakidi qui vient vraiment poser un vrai écran, il vient poser un écran et donc un pick and roll pour Ja Morant. Donc voilà, il y a un peu ce côté où oui, l'attaque des mouvements, l'attaque des cuts, c'est bien, mais c'est aussi l'intérêt d'avoir un Zakidi qui est très grand, c'est le rebond offensif premièrement, mais le côté écran aussi, et que Ja Morant, autant il peut attaquer parfois à l'isolation dans l'espace, autant il aime bien aussi avoir ce premier décalage, comme lui donnait aussi Steven Adams ou des mecs comme ça, quoi. Ouais. Et puis même, j'en ai vu une là du coup aussi pour Desmond Bane. C'est vrai que ce qui fait pas mal, il dit, et c'était aussi un peu ça, c'est les écrans et aussi les Gortat screen, quoi, les rescreens en fait. C'est-à-dire qu'il fait pas mal un écran puis un autre. Et ce que j'aime bien aussi, alors je sais pas si sur ce match ils l'ont trop fait, mais c'est que parfois, du coup, en fait, la conséquence de ce pick and roll, c'est un peu, en fait, en faisant son Gortat screen, vu que le défenseur, il essaye de gérer Ja Morant, on va dire le défenseur intérieur, pardon, il essaye de gérer Ja Morant, et ça laisse, entre guillemets, la position d'un mini post-up pour Zakidi en fin de pick and roll, quoi. En fin de pick and roll, en fait, je fais un rescreen sur le gros, et si jamais il n'y a pas l'espace, et en fait j'ai juste la position pour faire mon post-up et je suis déjà super proche du panier. Mais ou alors s'il y a un switch, encore pire. S'il y a un switch, tu donnes la balle à Zakidi par-dessus un mec beaucoup plus petit et puis voilà, quoi. Mais non, mais pourquoi je parle de ça aussi, c'est que oui, on n'est pas notamment sur une attaque qui est sans écran du tout. Ja Morant aime bien avoir des écrans, ce qui n'est pas le cas de Desmond Bane autant, ce qui n'est pas le cas de Jaren Jackson, qui fait que de l'ISO quasiment, et qui le fait bien d'ailleurs. Mais je parle de ça parce que justement en fait, les Grizzlies ont fait un truc sur ce match, c'est qu'ils ont essayé d'attaquer le plus possible et le mieux possible le pick and roll avec Gobert.
Et en fait, l'idée, elle est très simple. C'est que dès qu'on peut, on a Ja Morant et Zach Edey. Et en fait, on va cibler Gobert. Mais en fait, c'est pas ciblé pour l'attaquer directement. C'est un peu l'idée de dire, on va t'amener sur le ballon. Et donc, si t'es sur le ballon, bah, tu peux pas être libre en deuxième rideau d'aider au panier. Donc, c'est vraiment l'idée. Et ils ont attaqué pas mal de fois ce pick and roll. Et pour le coup, ça a vraiment pas mal marché, quoi. Pour ce pick and roll de, entre guillemets, cibler Gobert, ou en tout cas de l'impliquer sur le ballon pour pas qu'il soit ailleurs. Et voilà, on a Ja Morant qui fait des flotteurs face au drop, donc Gobert qui attend bas. Pardon, la vidéo n'est pas bien placée. Gobert qui attend un peu bas pour défendre le cercle, donc ça donne cet espace à mi-distance, et il met le flotteur, ou alors il met le jump shot, ou alors il peut aller jusqu'au panier, et il y a Zach Edey qui va aussi aider sur le rebond offensif, ce genre de choses. Donc le pick and roll 1-5 a bien marché. Là, on voit aussi d'ailleurs à l'écran, au passage, que Desmond Bane l'a fait aussi. Ce côté aller cibler, entre guillemets, ou en tout cas impliquer dans le périmètre Gobert, plutôt que de le laisser proche du panier. Donc ça a marché aussi. Et oui, en termes de match-up également, ce qu'on a vu, c'est que en fait, on avait un Anthony Edwards sur Ja Morant, encore une fois, qui a plutôt pas mal fait son boulot. Mais pourquoi est-ce qu'on avait ça ? Parce que on avait aussi Desmond Bane dans l'équipe, et donc quand tu as un shooter en sortie d'écran, tu préfères avoir Jaden McDaniels sur lui. Parce que shooter en sortie d'écran d'élite comme Bane, il va falloir affronter un peu des écrans en mouvement, et McDaniel c'est quand même un bien meilleur navigateur d'écran que Edwards, donc on a fait un peu ce choix là, mais voilà, c'était un peu au niveau des match-up. Ja Morant en a aussi un peu profité, quoi, pour le coup, de ce genre de choses. Donc ça c'était aussi un aspect, cette volonté d'impliquer le plus possible Gobert, et donc ce pick and roll très classique, alors que, comme dit, vous prenez n'importe quel autre match des Grises, il n'y a peut-être pas forcément autant de pick and roll 1-5 plein centre du terrain, quoi. Mais là, le but c'était de dire Gobert, reste pas proche du panier. Je commence à me répéter, il faut que j'avance. Et puis aussi en fin de match, est-ce que je vais les trouver sur NBA.com? On est tout en bas de la page, je sais plus. Enfin bref, non, grosso modo, on commence le 4e quart-temps avec un Jaren Jackson qui attaque en post-up Randle, en fait. Mais vraiment, 4 fois d'affilée. Ouais, 4 fois d'affilée, il le fait en début de 4e quart-temps. À chaque fois, on a panier. Et puis à la fin, même en toute fin de match, on a un panier clutch, encore une fois, sur un post-up. Donc voilà, aussi pour parler de ça, parce que Jaren Jackson fait quand même une saison, moi, je pense, de type All-NBA, assez clairement. Ah oui, s'il n'y est pas, c'est un peu, enfin, je vais pas dire un scandale, mais... ouais, je pense aussi, mais bon. Et Desmond Bane fait aussi une saison. Enfin, je suis allé voir un peu. Enfin, bref, je me suis un peu renseigné sur le sujet. J'ai creusé le sujet, on va dire. Desmond Bane, il fait une saison, c'est. Mais on en a parlé dans l'hebdo, non ? C'était avec toi, non ? Ouais, je sais plus. Peut-être FD, mais. Mais non, c'était il y a 2 jours, c'était avec toi. On n'en avait pas juste dit un mot très rapidement, juste sur lui. Bon, je sais pas. Ah non, je crois qu'on avait dit. Tu sais, on avait eu la conversation, est-ce qu'il sera All-Star ? Et tu m'avais dit non, il y a trop de monde. Ah oui. Oh, pardon. Voilà. C'était il y a 2 jours. C'était hier. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais entre-temps, du coup, je suis allé voir, et il y a 2 joueurs qui prennent un minimum de volume et qui sont à 70% au cercle ou plus, 50% à mi-distance ou plus, et 35% à 3 points ou plus. Ouais. C'est Kevin Durant et Desmond Bane. Voilà. Mais il fait une saison au drive, surtout, qui est exceptionnelle. Mais il est à plus de 70%. Il est à plus de 70% au cercle. Oui, et puis vraiment, tu le vois, il place des premiers pas sur des mecs qu'il n'avait pas l'habitude de battre dans le périmètre, et même pas besoin d'un écran, je vais au panier, quoi. C'est vraiment la transformation assez décélération, enfin c'est... Ouais. Même la finition autour du panier après le double pas, qui s'est beaucoup amélioré, je trouve, mais oui, effectivement. On avait déjà eu le passing l'an dernier. Cette fois, on a le drive, donc ça fait quand même plaisir. Donc voilà, moi, cette équipe de Memphis que j'aime beaucoup, de plus en plus, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je parle que de eux dans les quotidiennes ou dans les hebdos. Mais voilà, c'est vraiment très très cool équipe. Et oui, juste pour préciser également, mince, j'ai pas les stats, je peux aller les regarder aussi. Pardon. Mais fin de match, encore une fois, avec Naz Reid et Randle pour une histoire de spacing et d'attaque. C'est pas la première fois que ça arrive, qu'on n'ait pas Gobert sur le terrain sur un money time. Je crois que la dernière fois que j'avais noté, c'était justement contre Memphis il y a 2 semaines. Ouais. Mais ouais, Naz Reid, encore une fois, qui fait... d'ailleurs, j'avais pas regardé les stats. J'étais juste sur mon impression de match. 29 points, 11 sur 20, 5 sur 10 à 3 points.
Encore un grand match de Nasrid. Moi, je comprends. Hein. Il y a un côté, on peut pas jeter à la poubelle Randle parce qu'on veut le rééchanger, donc on peut pas faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça respire quand il est sur le terrain. Et puis même, tu vois, déjà il met des 3 points, donc ça c'est cool. C'est le seul qui est compétent en catch and shoot là, parmi les 3 bigs des Wolves désormais. Ouais. Mais il y a les drives aussi. Donc ça c'est quand même très très cool aussi. Ça donne du spacing hein, quand il a la balle en termes dans le périmètre et que voilà, du coup il fait pas partie du spacing, c'est lui qui a la balle, donc il peut attirer loin du panier le pivot adverse. Et puis là aussi, il y a une action que je vais montrer je montre à l'écran, mais que je peux décrire. Bah, grosso modo, son shooter l'abandonne de beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il enchaîne sur une action. Il prend pas le catch and shoot quand ouvert. En fait, il enchaîne drive. Je vais au panier, je me retourne, et voilà. Et il y a un côté où Santi Aldama l'abandonne à 3 points après un pick and roll de Edwards. Et donc, on pourrait se dire, vas-y, prends le 3 points ouvert. En fait, non. Il y a ce côté aussi très d'exploiter le décalage et pas juste de prendre le tir qui n'est pas forcément le meilleur, et finalement il va au panier avec un niveau de fluidité, de dribble, de tout ce que tu veux quoi. Donc j'ai hâte de voir plus de minutes de Nasrid quoi. Mais bon, ça j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit. Ouais, mais c'est fou parce qu'il y a un peu ce côté, tu vois, dans les, comment dire, il a un peu ce côté qu'on décrivait avec Precious Achiuwa, mais enfin avec les skills en plus quoi. Mais il est d'une fluidité, je trouve, c'est incroyable et ça sert pas mal même. Je sais plus, je crois que c'était contre les Clippers, un match où il utilise finalement lui, parce qu'il est défendu par Harden, on utilise son drive quoi. Ouais. On utilise son drive comme pas du tout comme un intérieur classique quoi. C'est assez dingue quoi. C'est assez dingue. Il est loin d'être naze, nous dit Abracadabra. Effectivement. On avait aussi parlé de Bane, FD, en effet, ouais. C'était il y a 1 ou 2 semaines dans l'hebdo. Et on avait fait une séance vidéo le lundi aussi, souviens-toi. On avait parlé 2 fois de ce match-là. Mais voilà. Bien écoute, voici pour moi. Voici pour ce Grizzlies Memphis. J'ai pas plus à dire, mais on a déjà dit pas mal de choses. Ce que je te propose, c'est que tu avais vu le Clippers Lakers, mais peut-être on en parlera demain avec Azad, s'il l'a vu aussi, vu qu'on a déjà plus d'une heure et demie d'émission. Est-ce que il y a encore des gens dans le chat qui ne dorment pas ou pas? Est-ce qu'il y a des gens encore qui sont là pour jouer avec nous? On peut passer au J'ai joué avec. Si vous êtes prêts. Donc le J'ai joué avec, c'est quoi? On a un joueur mystère, évidemment. Le critère pour trouver, ce sont les coéquipiers les plus fréquents. Mince alors, qu'est-ce qui se passe là? Les 50 coéquipiers les plus fréquents. Est-ce que le Twitch marche encore ou pas? Bah oui, les gens sont là. Tout le monde dit. Oui, pardon. Okay. Non, mais chez moi, ça buguait. Je me suis dit, est-ce qu'on est encore en ligne? Ok, vous êtes très chaud. Super. Vous êtes là. On va le faire. J'ai battu le chat la dernière fois, je tiens à le dire. C'est vrai. C'est vrai. Alors, j'ai un moment de stress. Là, je croyais qu'il y avait on s'était fait striker ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Ok. Eh bien, allons-y. Donc, le J'ai joué avec, le joueur mystère. On parle de les coéquipiers les plus fréquents, c'est ça le critère. On part de 50, on va jusqu'à 1. On est prêt, c'est parti. Notre joueur mystère, son 50e coéquipier le plus fréquent, c'était Goga Bitadze. Numéro 50, Goga Bitadze. Okay. 39 donc matchs déjà, avec Goga Bitadze. Soit Indiana, soit Orlando. Okay. Numéro 49, Jordan Nawara. Oula. Est-ce que tu sais qui c'est? Alors, si je dis pas de bêtises, c'était un peu un 3&D sans le 3, quoi. Un truc comme ça. Qui avait joué à Houston, je crois. Numéro 48, c'est Tyreke Evans. Donc déjà, c'est pas un tout jeune, quoi. Numéro 47, c'est Tim Frazier. Non, c'est pas KCP, c'est pas Obi Toppin, c'est pas O'Shea Brissett, c'est pas Bogos, c'est pas Joe Ingles. Numéro 46, c'est Tracy Jackson Davis. Ok. Ah, ça, c'est un bon indice, ça. Ça, c'est un bon indice. Pas mal. Ça, c'est un bon indice. Bud Hield. Eh ben, c'est Bud Hield, bravo. Oh là là. Je crois que c'est l'ordre des joueurs qui tombe au bon moment, là, pour le coup, le bon timing, en effet. Ouais. C'était Bud Hield, ouais. Merci Jackson Davis, parce que ça aide quand même pas mal au niveau temporalité, quand il y a un joueur de 2e année, pour le coup. Ouais. Effectivement, c'est Bud Hield. Alors, tout le monde a trouvé, effectivement. Tout le monde a trouvé très très vite. Bravo à vous.
Alors le piège aurait pu être que Goga Bitadze, effectivement, des gens ont oublié qu'il a joué un peu à Indiana, puisqu'il ne faisait pas grand-chose. Mais c'était l'an passé, avant d'être à Philly, non? C'était... Attends, quand ça tu dis? Buddy Hield, il a joué à Indiana l'an passé, non? Ah mais non, mais attends. Oui, en début de saison, il est à Indiana, ouais, effectivement. Mais attends, mais il a joué où avec Goga alors? Mais Indiana. Mais Goga Mais était à pas- Indiana il y a quelques années, et Buddy aussi, hein, je crois. Parce que Buddy est dans le trade de Haliburton, donc Sabonis et Haliburton, il est resté longtemps, quoi, tu vois. Ah oui, il a fait quand même pas mal de. Je pense que le saisons, trade ça. est en saison 2022, je dirais, je crois, hein, et qu'au final, il devait encore y avoir Goga pour Pendant quelques 20, matchs. 20-30 matchs, quoi. Ok. Et donc, le top 10, le top 15. Maintenant, il faut trouver le top 15, qui sont les 15 coéquipiers les plus fréquents de la carrière de Buddy Hield. Bonne question, ça. Alors que je félicite R3SH3N7H. Ou alors donne-nous ton prénom, s'il te plaît. Mais en tout cas, bravo, c'est toi le premier qui a trouvé. Mais tout le monde avait trouvé. Hein. Tout le monde avait trouvé. Même FD avait trouvé. Alors, Et on du nous coup, dit De'Aaron moi, je vais Fox. dire Effectivement. Miles Turner. Miles Turner aussi, il y est. Donc, De'Aaron Fox, c'est le premier coéquipier le plus fréquent de Buddy. 303 matchs, De'Aaron Fox avec Buddy Hield. Miles Turner, il est. Est-ce qu'il est dans le top 15? Non, il est 18. Il est 18ème. Ouais, c'est pas terrible. D'accord, c'est French Pendule sur le Discord. Ok, donc notre fan des Pistons alors. Ok. Je roule l'idée, nous dit-il d'ailleurs. Je roule l'idée. Non, on est plus en bas. Je roule l'idée. Je roule l'idée est 44ème. À peine Ouais, 40 moi matchs j'avais avec envie de Jrue dire, Holiday. j'avais envie de dire DeMarcus Cousins, mais je pense pas. Mais juste pour le kiff, quoi. Ah mais non, il est dans le trade. Je suis bête. Ils ont même pas joué ensemble. Bah oui, parce qu'ils se sont échangés l'un l'autre. Eh oui, n'importe quoi. Donc je vais dire, du coup oui, j'ai vu pas mal passer, mais oui, Haliburton, oui. Haliburton est deuxième, effectivement. Tout à fait, bravo. 230 matchs avec Haliburton. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit Barnes. Est-ce que Harrison Barnes, en effet, il est là? Il est troisième, Harrison Barnes. Troisième, wow. 207 matchs, donc ça compte. Bogdan, bravo aussi. Bogdan est quatrième. Bah, dis donc, vous trouvez tous les gros noms de suite. Est-ce qu'il y a Marvin Bagley? Marvin Bagley est septième, en effet. Pour dire la carrière de Buddy Hield, mine de rien, il faudrait quand même la sauver au bout d'un moment. Il a son septième coéquipier le plus fréquent en carrière. C'était Marvin Bagley, en effet. Le fameux, le GM des Kings pensait que Buddy Hield allait être le régène de Steph. Alors ça, c'est aussi le Nick Stauskas, hein, surtout. C'était pas le GM, c'était le propriétaire de le fameux extrait là. Mais Buddy Hield, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que jusqu'à l'année dernière, c'était le joueur avec la plus longue série de matchs sans jouer de match de playoff. Sans playoff, ouais, de l'histoire. Et c'est aussi, si je ne dis pas de bêtises, le joueur avec le shoot le plus rapide de l'histoire de la NBA. Ah bon? Ouais. Avec sur l'entre-deux, en fait, il rattrape la balle et il marque. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Je croyais la mécanique la plus rapide en général. Oui, t'as raison. Oui, je crois que c'est un. C'est pas contre une. Non, c'est à Indiana. Je sais plus. Oui, non, mais ça me dit un truc, ouais. Ça me dit un truc, genre entre deux et tir direct, ouais. Ouais. Effectivement. Colestein nous dit Kiko. Colestein est 5ème, bravo, vous avez le top 5 pour l'instant. Effectivement, Willy Colestein. Tien Oulav nous dit Sabonis. Où est-il, ce Sabonis? Ben non, je crois qu'il est dans l'échange de Sabonis. Il est dans le trade, du coup. Ils s'échangent l'un l'autre, donc il n'a pas joué avec Sabonis. McConnell, TJ McConnell est 15ème, donc oui, il est dans le top 15. 118 matchs, tout à fait. Les Kings de Jorger, petit pincement. Ouais, alors moi j'aimais encore... il y avait aussi les Kings de Luke Walton, mais bon, ça c'est encore un autre délire, que j'aimais bien, pour le coup. En tout cas, tactiquement. Donc il te reste pas mal de noms à trouver. Hein. Ouais, non, mais là je suis... 6ème. Là, je galère. 8ème. Mais Indiana, faut dire des gens qui sont à Indiana depuis un petit moment, mais... Harrison Barnes, oui, il a été dit déjà. Peut-être plutôt... Koufos, on nous dit Costa Koufos, effectivement, 11ème Costa Koufos. 125 matchs, bravo Kiko. Qui est-ce qu'il y avait aux Kings là, pendant ces années-là? Aaron Nesmith, très bonne réponse. 14ème de coéquipier le plus fréquent. Nesmith, 119 matchs avec Buddy Hield. Je pense qu'il y en a deux ou trois. Il y en a deux qui vont être introuvables. Mais le 6ème,
C'est un poste 3, allez, poste 4, on va dire, mais qui avait le handle d'un poste 3 européen qui avait débarqué en NBA, justement avec Karl Anthony Towns. Mirotic. J'adorais. Non, il a débarqué aux Wolves. J'adorais le pick and roll entre les deux, qui était un délice. Saison 2016, le pick and roll Bjelica en porteur de balle avec Karl Anthony Towns en poseur d'écran, qui a été champion Warriors, je crois. Et je vois que Eric Spochetron, là, dans le chat, c'est Nemanja Bjelica, tout à fait. Mais tu l'as vendu, du coup, là. T'as dit les pick and roll Bjelica Towns que j'adorais. Oui, mais parce que je l'avais vu sur le chat. Ah, ok. Je l'avais vu sur le chat. Oui, effectivement. Donc, ouais, Bjelica 6ème, il nous manque... Non, 7ème, tu l'as dit, Marvin Bagley. Le 8ème, c'est quelqu'un du process, mesdames et messieurs. Ah, j'ai hésité avec lui. Alors, je vais le dire, du coup. Je crois que c'est lui, Richaun Holmes. Exactement, c'est Richaun Holmes, tout à fait. Incroyable. Qui était dans le process de Sam Hinkie en saison 2016, tout à fait. Richaun Holmes, 141 matchs avec Buddy Hield. Le 9e et le 10e, on est sur du Indiana. Donc récent. C'est du jeune d'Indiana. Du jeune d'Indiana. Qui est-ce qui est dans l'effectif d'Indiana et qui est jeune? Isaiah Jackson. Isaiah Jackson est 16e, donc on est aux portes du top 15 malheureusement. Il y en a un, si je dis indice, DeAndre Ayton. DeAndre Ayton. Non, ça va pas te parler. Mais Abracadabra l'a trouvé, c'était Jalen Smith. L'ancien pivot des Suns, qui d'ailleurs je crois va à Indiana l'été où les Suns retiennent Ayton de partir, je crois, aux Pacers, si je dis pas de bêtises. Donc, et en effet, Jalen Smith est 10e. Le 9e est facile. Le 9e est facile. C'est un des Pacers aussi? C'est un Pacers, jeune Pacers. Attends, jeune Pacers, top 10 de draft. Mathurin, du coup je vois que exactement. Mathurin, mais... Ah oui, okay. Bénédicte Mathurin, déjà son 9e coéquipier le plus fréquent. Ah oui. Costa Koufos en 11, on l'a déjà dit. Aaron Nesmith en 14, on l'a déjà dit. TJ McConnell en 15, on l'a déjà dit. Et alors là, on va s'amuser. Il nous manque le 12 et le 13. Mesdames et messieurs, on va prendre qui? Allez, on va prendre le 12. Le 12, tu sors. Non, le 12. Le 12, on va tester la culture basket. Le 12 a joué à la fac. À la fac d'Indiana. Il était avec Victor Oladipo et Cody Zeller. Premier indice. Il était chez les Hoosiers d'Indiana. Un mec que j'aimais beaucoup d'ailleurs à l'époque quand j'avais scouté les deux, Zeller et Oladipo. Que j'aimais bien et qui a fait 259 matchs en NBA. Ce n'est pas Stauskas. C'est quelqu'un qui est arrivé en NBA. C'est un meneur qui est assez petit, qui est passé par Brooklyn, Dallas au tout début, des matchs par-ci par-là. Sacramento, il a fait 2 saisons complètes, 19 et 20. C'est 2 le seul vraie saison. Moi j'allais dire non, j'allais dire Stauskas, mais du coup non, enfin c'est pas lui, j'imagine. Non, c'est pas Stauskas. Ce n'est pas Stauskas. Je vais vous montrer peut-être la photo à l'écran. Ce sera peut-être. Attends. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Un pivot. Un meneur de jeu, du coup, t'as dit? Un petit meneur de jeu. Petit meneur de jeu. Qui aurait joué? Est-ce qu'on le voit dans le chat ou pas, là? Exactement, on n'est pas là trouvé. C'était Yogi Ferrell. Tout à fait, ouais. Tout à fait, Yogi Ferrell, que j'aimais beaucoup. Et le dernier, 15e pick de la draft 2017 par les Kings. 15e pick. 2017. Qui a jamais vraiment rien fait. Chez les Kings ou ailleurs en NBA. Qui était un ailier drafté assez vieux déjà à l'époque. Un ailier drafté qui sortait de North Carolina, je crois. Justin Jackson. Exactement, Justin North Jackson. Carolina. Qui avait été drafté assez vieux dans la loterie ou aux portes de la loterie, 15e. Et c'était déjà un peu, non pas un red flag, mais en mode il est vieux quand même. Hein. Ouais. Effectivement, mais Justin Jackson. Il avait pas été MOP ou un truc comme ça, Justin Jackson? Peut-être. C'est les finales. Il y a une année où il y a les finales contre je sais plus qui. Et donc il y a 2 tirs au buzzer là. Je crois que c'est à peu près cette époque-là, non? Ouais. Il y a un Final Four contre Dylan Brooks et Oregon, je crois. Ça doit être à peu près par là. Bref, voilà, on a le top 15. On a le top 15 de notre ami Buddy Hield. De'Aaron Fox
Haliburton, Harrison Barnes, Bogdanovic, Willie Cauley-Stein, Bjelica, Marvin Bagley, Richon Holmes, Mathurin, Jalen Smith, Costa Koufos, Yogi Ferrell, Justin Jackson. Ce trio, il fallait l'avoir, ce trio-là, pour le coup. Ouais. Aaron Smith et McConnell. Nous avions aussi Corey Joseph qui était aux portes du top 15. On avait aussi Nembhard, Miles Turner. Pour répondre Garin Chas, parce que je pense que Turner a dû être blessé un peu l'an dernier ou cette année. Donc c'est pour ça que Mathurin a joué un peu plus. Mais alors, est-ce que c'est pas le pire top 15 que t'aies fait depuis le début? Peut-être. Et alors attends, en numéro 20, on a une ancienne coqueluche des Kings, un joueur malheureusement trop souvent blessé, qui était censé être, enfin qui était un meilleur lycéen que Tatum à l'époque. Parce que j'ai vu un intérieur recruté à Duke comme Tatum. Harry Giles du coup. Exactement, Harry Giles, tout à fait, numéro 20. Et l'autre, c'était un futur premier choix de draft, mais vraiment, qui a été un peu gâché par Calipari, qui a fini, je ne sais plus quoi, premier tour ou deuxième tour. Si je vous dis Haïti... Attends, je l'ai. C'est ah non. Oh là là, mais il y avait sa tête sur les pendant la draft en plus où il faisait que descendre. Il finit 29e. Ah, je suis dégoûté. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien en plus. Oui, non, mais je vois qui c'est horrible. C'est horrible. Un poste 4, 5, comme ça. Oh là là. Poste 5 du futur. Oui, c'est horrible. Tu l'auras ou tu l'auras pas? Non, vas-y, dis-le moi, mais c'est... Ah, ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou, mais vas-y. Scal Labissière. Eh oui, Scal Labissière. Bref. Voici pour cette émission, voici pour J'ai joué avec. Merci à tous dans le chat. C'était très sympa encore une fois aujourd'hui. On s'est beaucoup amusé. On a parlé de match, on a joué. C'était très cool, ma foi. Une bonne émission. Merci à toi, Baptiste, encore une fois. Eh ben, merci à toi, Guillaume, de m'inviter. C'est toujours très cool. Ça me fait toujours plaisir. J'espère que les gens ont apprécié. En tout cas, nous, on a apprécié la présence des gens, comme chaque fois. Très, très, très cool, hein, vraiment. Donc voilà, on se dit à demain. Et merci Baptiste. Merci à tous. Et bonne nuit, à demain.